This program is brought to you by Globals. Bonsoir à tous, je suis Fabrice Ndoum, heureux de vous retrouver au cœur de cette autre édition de Régation direction République de Congo, où nous allons explorer ce soir une actualité qui illustre une dynamique souvent sous-estimée dans les débats géopolitiques. On parle de l'essor du capital humain et l'innovation sociale au cœur donc du projet national africain au Congo. La grande finale du concours L'Atelier de l'avenir 2026 a récemment rassemblé plus de 70 lauréats et quelques 2000 spectateurs faisant de cet événement tenu les 27 et 28 du mois en cours, une plateforme majeure pour les jeunes porteurs de projets venus effectivement de tout le pays. Au-delà de l'engouement populaire, ce concours initié par le mouvement social L'Avenir du Congo avec le soutien de l'association Globos se présente comme un laboratoire d'innovation sociétale où de nouvelles idées en matière d'éducation, d'entrepreneuriat, de sport, même de culture, voire d'action sociale sont donc mises en avant, discutées et à la limite encouragées face donc à des défis économiques et sociaux persistants dans la région. Cette initiative interroge notre lecture habituelle de la géopolitique africaine, la jeunesse comme acteur stratégique de transformation plutôt que simple bénéficiaire donc des politiques publiques. Ce soir, nous analyserons donc de fond en comble cet état de choses avec nos experts qui nous accompagnent sur ce plateau et même en multiplex. Vous nous retrouvez, vous, amis téléspectateurs. Bienvenue à toutes et à tous. Et voilà Globos pour cette première édition de ce mois de février 2026 qui s'intéresse donc effectivement à cet atelier à venir Congo 2026 qui a refermé ses portes le 28 du mois dernier. Une première édition courue, mais surtout médiatisée qui, selon certains experts, devrait en principe tracer donc une nouvelle trajectoire, une nouvelle dimension de réflexion, de prospection, mais surtout de projection de cette jeunesse congolaise donc qui a visiblement trouvé deux repères avec donc cette initiative qui permettra certainement de recentrer les énergies afin de permettre à ces jeunesses de s'intéresser à l'utile, pourquoi pas l'agréable. Pour en parler avec nous sur ce plateau central, c'est un universitaire. On est tout heureux de vous accueillir, Dr Joseph Essoussé. Bienvenue à vous au cœur de cette réflexion. Bonsoir. Bonsoir, mon cher frère Fabrice. C'est moi qui vous exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude pour l'honneur que vous me faites d'être sur ce plateau pour parler des questions de l'Afrique, mais notamment celle du Congo ce soir, parce que il faut se dire une chose. Il y a quelques années en arrière, ce Congo n'inspirait plus. Ce Congo était vu, n'est-ce pas, à la traîne. Mais depuis pratiquement 2 ans par là, le Congo commence, n'est-ce pas, à susciter plusieurs convoitises sur le plan, n'est-ce pas, africain et même international, hors de l'Afrique. Alors, nous rendons compte de ce que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan socio-culturel, et j'allais dire sur le plan géopolitique, le Congo commence à faire rêver plusieurs, et plusieurs sont en train de toquer à sa porte. Donc, il est opportun pour nous de remettre la question sur la table et de parler tout haut ce que, n'est-ce pas, plusieurs pensent tout bas. Alors, moi, je suis donc très content d'être dans ce type de panel quand il s'agit de défendre les intérêts de l'Afrique. Quand je l'ai dit, je vais ici, n'est-ce pas, exprimer tout le respect que j'ai pour tous les panélistes et leur adresser mon fraternel salut, ainsi que à tous ceux de la technique qui sont en train d'opérer afin que nous soyons visibles ce soir et que nous soyons écoutés. À tous les Africains, je voudrais adresser mon chaleureux shalom. Merci infiniment. On vous rappelle que la réalisation est tenue par Adrien Ngoué. Derrière la caméra, Bel Nasser, professeur Tapé Goubera. On vous retrouve pour cette première livraison, du moins pour votre première édition avec nous pour le compte de l'année 2026. Heureuse année déjà à vous. Bienvenue, professeur Tapé Goubera.
Fabrice. Ouais. Je salue la direction de Pan-African Media TV. Je salue les techniciens, ces magiciens qui permettent dans des conditions difficiles de faire à ce que nous puissions arriver à transmettre nos idées, nos échanges. Je salue également tous les nombreux téléspectateurs africains, panafricains, démocrates, ceux qui sont en phase avec l'avènement d'une Afrique nouvelle souveraine. Je salue aussi ceux qui veulent que l'Afrique soit esclave. On ne peut pas le nier, il y en a d'autres. C'est leur choix. Et je salue tous mes panélistes. Je commence déjà, comme vous avez déjà présenté le docteur Sossé, et que je salue avec respect. C'est un honneur d'être sur le plateau avec cette éminence. Merci pour l'invitation. Merci à vous, professeur Tapé Goubéon. Rappel, vous êtes enseignant-chercheur du côté de la Belgique. Eh bien, on va accueillir notre confrère sur ce plateau, Alain Ferry Manzako, j'espère que je prononce. Vous êtes journaliste résident du côté de Brazzaville. Merci de nous retrouver au cœur de cette réflexion. Bienvenue à vous. Merci, cher frère Fabrice. Je ne pourrais déroger à cette règle, sinon déjà essayer de saluer ces héros dans l'ombre qui sont derrière la caméra, à la technique, ceux qui tiennent à ce que nos émissions, que ce soit de l'autre côté du Cameroun, ici à Brazzaville, se passe très bien. Et je salue tous les panélistes et j'espère que le débat sera très bien. Et les chers Africains tout à l'heure, mon prédécesseur a dit qu'il salue même ceux qui ne veulent pas que l'Afrique aille de l'avant. Et moi, je profite, je renchéris sur ça, je salue ceux-là aussi, car nous voulons que l'Afrique aille de l'avant. C'est pour cela nous sommes ici. Avec vos idées, cher monsieur, on va construire une vérité qui permettra donc à l'Afrique de briller. On referme momentanément le panel avec vous, Ken Chiteya Phineas. Vous avez participé également à cet atelier à venir Congo. Eh bien, votre expertise, du moins ce que vous avez vu, touché du doigt le temps de ces 2 jours de travaux, nous seront d'une utilité, on va dire, légendaire. Merci Phineas d'être des nôtres ce soir. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité qui m'est offerte de pouvoir parler de l'avenir du Congo, un sujet passionnant, en abordant le volet éducation. Je vais faire la même chose que tout le monde. Je salue et transmets tous mes encouragements à tous ceux qui sont en train de gérer la console derrière. Je sais que le travail n'a jamais été facile lorsque vous avez une émission. J'espère vraiment que cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir échanger sur cette thématique liée à l'innovation, surtout à l'innovation éducative, en raison de mon domaine d'expertise au fait. Je suis au départ journaliste et ça fait près de 21 ans maintenant que je ne fais que de l'éducation. Je me suis spécialisé particulièrement dans ce qu'on appelle le journalisme de solutions, qui va vers la recherche de solutions, plutôt que de jouer un peu plus le rôle de chien de garde pour avertir. Donc, je pense que nous aurons une très belle opportunité d'échanger sur l'Afrique de demain. L'Afrique de demain pour une raison précise. Je vais citer ici quelqu'un qui m'est très cher. Il s'appelle Patrice Paty. Il est le président de l'université africaine. Il parle souvent de la pensée psychologique endogène africaine, en disant que les pays africains ont hérité de malformations congénitales héritées des indépendances. Et dans plusieurs domaines, y compris le domaine de l'éducation, cela est perfectible. Et je pense que aujourd'hui, aborder cette question qui s'étend nous permettra d'apporter des éléments qui pourraient peut-être permettre à l'Afrique réellement de se débarrasser de ces malformations congénitales et surtout d'aller de l'avant vers son développement réel. Cette pensée endogène africaine, c'est celle que nous allons construire le temps de cette réflexion afin que nous puissions être au même niveau d'information avec bien nos invités qui ne sont pas résidents du côté de Brazza. On va aller du côté de la réalisation et bien convoquer juste un extrait de cet événement qui s'est donc refait, on vous l'a dit, le 28 janvier dernier du côté de Brazzaville, à l'issue donc de cette première édition de l'atelier sur l'avenir du Congo, on va le dire ainsi. Prenons plutôt cet extrait derrière. On vous retrouve, Ken, pour la première grille d'analyse.
tour de rôle, ils sont porteurs de projets, artistes culturels et musiciens. À tour de rôle, ils passent devant les membres du jury pour faire connaître leurs projets entrepreneuriaux et démontrer leur savoir-faire musical. Après présentation et prestation, le jury délibère et fait découvrir les champions de cette édition. L'ambiance est totalement vive. Je suis très émue, mais ça a été un choix pour moi. Je me suis dit que je ne pouvais pas abandonner, il fallait que je fasse quelque chose parce que ça a toujours été mon rêve. Ce qui était important pour moi, c'était de me préparer tout justement. Cette organisation est l'œuvre de l'association internationale Globus. Elle mène depuis l'an dernier des projets socio-économiques, éducatifs et sportifs favorables à la jeunesse en vue de mieux orienter son avenir. Les vainqueurs de ce concours sont des personnes qui ont compris. Ils ont suivi un processus lent, bien sûr, mais un processus d'intégration et de compréhension du processus de l'entrepreneuriat. Nous avons à permettre à ces jeunes de présenter leurs visions, leurs idées, leurs qualités, leurs attentes, afin de pouvoir stimuler auprès des autres Congolais l'intérêt de vouloir contribuer à l'effort où la nation va visualiser son avenir. Nous allons mettre en place un processus de suivi et d'encadrement. Aider ces jeunes à mettre en place leurs projets, les préfinancer. Globus vient d'arriver au Congo et il a bien commencé, moi je dirais. Ce concours tenu sous le label L'Avenir du Congo est un véritable éveil de conscience pour la jeunesse congolaise, une manière de l'inciter à plus d'initiatives pour l'intérêt général. Afri, une plateforme numérique de messagerie et autres, a également été son partenaire. Elle a offert plus de 30 téléphones mobiles pour une tombola au grand public. À la réalisation, allez, on va se retourner très rapidement vers vous, Titea Ken Phineas. On rappelle, vous êtes journaliste également de profession, mais vous êtes beaucoup plus axé sur les questions de l'éducation. D'ailleurs, sous cette casquette que vous avez pris part au concours, l'enseignant de l'avenir, où vous avez présenté la méthode Stimulus, qui a été bien entendu très appréciée. Est-ce qu'on peut en savoir davantage pour ceux qui nous suivent effectivement à la maison? Phineas. Bon, stimulus, en des expressions le plus simple, c'est permettre à l'école de jouer réellement son rôle. Vous savez, lorsque nous arrivons à l'école primaire, on nous dit tout de suite, nous venons à l'école pour apprendre à lire, écrire et calculer. Mais pouvez-vous imaginer que, bon, ça je parle du Congo-Brazzaville, je ne sais pas quelle est la réalité dans d'autres pays d'Afrique, il arrive que parfois vous avez des élèves, dans la majorité d'ailleurs, qui finissent leurs études secondaires sans avoir lu un livre du début à la fin. On est parti à l'école pour apprendre à lire. Au bout du compte, on ne lit même pas. Et là, je veux rappeler ce qu'a dit Aimé Césaire. Il avait dit qu'un peuple qui ne lit pas, c'est un peuple qui n'avance pas, c'est un peuple qui ne se construit pas, c'est un peuple qui ne va pas se développer. Ça nous ramène à quelle situation? Nous voulons que l'Afrique se développe, nous voulons que nos jeunes jouent un rôle clé dans la société, mais si ce ne sont pas des grands lecteurs, ils ne font absolument rien. Donc, la méthode Stimulus a été mise en place pour permettre de réintroduire le livre à l'école, mais en y ajoutant le jeu. En tout cas, c'est ça son objectif. Faire que, désormais, l'école forme des lecteurs et non pas seulement des alphabets. J'aimerais bien faire une différence entre ce que j'entends par alphabet et ce que j'entends par lecteur. Un alphabet, on peut le comparer à quelqu'un qui sait lire mais qui ne lit pas. C'est comme quelqu'un à qui on a remis les clés d'une maison. On lui dit, bon voilà, vous avez une belle villa avec une voiture à l'intérieur, avec tout ce qu'il faut. Et malheureusement, il reste assis devant le portail, il n'a jamais franchi le portail pour aller prendre possession de sa maison. Il a les clés qui peuvent lui ouvrir à un savoir, à quelque chose de confortable, mais il les garde pour lui. C'est pourquoi nous les appelons des alphabets. Ils ont acquis des techniques, des compétences. Ils savent lire, déchiffrer les mots, mais ils ne lisent pas. Et ça va vous rappeler, peut-être que là, que justement, ça devient très intéressant. C'est que dans le développement de cette méthode, j'ai fait beaucoup de recherches parce que depuis 2023 que j'y travaille. Et je suis tombé sur un mémoire de master écrit en 1983 et une thèse de doctorat écrite en 1987. Et les deux vont, je l'en cite dans mon prochain ouvrage qui va paraître, on ne lit jamais par hasard. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quand vous lisez ces deux documents scientifiques, vous arrivez à une conclusion très simple. Lorsque le colonisateur disait, si tu veux écrire quelque chose, il faut le cacher. Si tu veux cacher quelque chose dans un Africain,
il faut l'écrire dans un livre. Ce n'était pas une moquerie, c'était une consigne. Faites tout pour que l'Africain lambda ne s'intéresse pas aux livres. Rendez-le ignorant. Faites qu'ils ne connaissent rien et vous serez capable de les dominer indéfiniment. Et c'est ce qu'a dit Victor Hugo, un peuple qui ne lit pas, c'est un peuple servile. C'est-à-dire c'est un peuple qui se soumet facilement à la servitude. Ce qui a fait même que dans l'ancien temps, on refusait que les gens apprennent à lire et à écrire pour qu'ils ne puissent pas accéder au savoir. Donc, pour revenir à Stimulus. Stimulus, comme l'indique son nom, c'est stimuler le goût des livres, c'est stimuler l'envie de lire les livres, de dévorer les périodiques. Et puis, Stimulus a un deuxième objectif, c'est détacher l'objet livre de l'école. Parce qu'aujourd'hui, une personne, généralement, c'est ce que nous rencontrons sur le terrain, hein. Quand vous dites à quelqu'un, tiens, prenez ceci, il dit, ah non, je ne veux plus à l'école, donc je ne veux plus. Allez, des soucis de liaison avec Phineas. Des soucis de liaison avec notre ami Phineas qui nous développait effectivement sa méthode pour permettre désormais aux jeunes Congolais de s'intéresser effectivement à la lecture. On va peut-être rester au Congo pour apprécier davantage cet atelier qui s'est donc récemment refermé du côté du Congo, qui a d'ailleurs vu une grande participation de la jeunesse congolaise. Alors, je vous donne la parole à Alain Ferril, vous êtes journaliste et on a vu qu'il y a eu plusieurs aspects qui ont été évoqués, de l'éducation à la culture en passant par l'innovation. Quel est le but recherché derrière la mise en place d'un tel atelier en République de Congo, du côté de Congo-Brazzaville, pardon? Merci Fabrice déjà pour la question. Vous savez, l'avenir du Congo, comme disait le slogan, voilà, est venu, c'est pour des jeunes et par des jeunes. Vous savez, tout à l'heure, mon prédécesseur l'a dit, qui est l'un des heureux gagnants, a dit que les enfants ici, au niveau de l'école, n'aiment plus la lecture. Ils partent à l'école, l'instruction est là, mais la lecture, c'est un problème. Alors, le but de l'événement, de l'atelier de l'avenir, c'est de susciter. C'est de susciter au niveau des jeunes le goût de recherche. Sinon, le goût de créer des projets. Le président de la République, lors de son discours, il avait décrété l'année 2024, 2025 et 2026, l'année de la jeunesse. La plupart de ces jeunes veulent tout simplement aller au niveau de la fonction publique, alors que nous voulons des entrepreneurs. Vous savez, une nation ne peut se développer par des fonctionnaires. Une nation se développe par des entrepreneurs, en créant des entreprises. Nous voulons former des leaders de demain, dans tous les domaines. Vous allez comprendre que c'est l'un des premiers concours. Je suis ici à Brazzaville depuis toujours. Et bien que je puisse sortir et revenir, alors. Mais ici, à Brazzaville, je ne connais pas un concours où on a mis en avant les enseignants. Parce que nous avons bien voulu qu'il y ait des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies d'apprentissage. Parce que nous voulons que demain, qu'il y ait les jeunes capables de travailler, capables d'être des leaders et de conduire les masses. Et surtout, d'apporter à notre pays ce qu'il en a besoin. Vous savez, ici, on parle des droits et des devoirs. Il n'y a pas que des droits. Il y a aussi des devoirs. On a dit, ne demande pas ce que, il y a un dicton qui dit, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Alors, pour cela, il faille qu'il y ait d'abord la formation. Il faille qu'il y ait d'abord la formation. Le mouvement L'Avenir du Congo a pensé accompagner le gouvernement dans ce sens-là. Essayer de créer, de susciter cette envie de chercher, cette envie de créer, cette envie de créer des entreprises, cette envie d'innover. Parce que si nous restons avec des anciennes habitudes qui consistaient tout simplement à aller à l'école, essayer de récolter des diplômes, si je peux le dire ainsi, récolter des diplômes et venir s'asseoir. Et il serait difficile que notre pays, sinon notre continent, aille de l'avant, part de l'avant. Donc, il faut d'abord préparer la jeunesse. L'avenir du Congo a bien pensé à cela, préparer la jeunesse dans ce sens-là. Payer, susciter l'intérêt commun, en fait. L'intérêt commun pour que demain, nous ayons des leaders, pour que demain, nous ayons des gens capables de conduire, capables de donner à l'Afrique, à notre pays du Congo, ce qu'on a besoin. Donc, le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est de susciter des jeunes leaders de demain à travers l'entrepreneuriat.
Alors, je reste avec vous, cher ami. Oui, on a souvent vu de telles initiatives qui ont parfois fait foule, comme on l'a vu d'ailleurs les 27 et 28 du côté de Brazzaville. Mais la question que l'on se pose, what next? Après, bien entendu, la mise en place de cet atelier, malheureusement, notre ami Phineas n'est plus là pour tenter de savoir comment est-ce que l'État va véritablement accompagner peut-être ces micro-projets jusqu'à leur implémentation afin que ces projets aient un impact significatif dans le quotidien des Congolais. Alors déjà, pour les gagnants, ils étaient au départ plus de 1000 qui ont postulé. On a eu à retenir 100 projets. Dans les 100 projets, il y a eu plus de 70 lauréats. Alors dans Phineas qui est parmi les lauréats. Alors au niveau, ce n'est qu'un processus. L'avenir du Congo, par son concours l'avenir, pense accompagner de la mesure du possible ces entrepreneurs à travers leurs différents projets innovateurs. Alors, à côté, nous avons également sélectionnés parmi de nombreux candidats, ces lauréats ont su convaincre les jurys par la pertinence et l'impact. Et donc, de son côté, voir des projets innovateurs. Nous avons le ministère de la Recherche scientifique qui accompagne également aussi des projets innovateurs, qui pourra de leur côté aussi accompagner. Mais sinon, en amont, il y a l'atelier de l'avenir qui a pensé de son côté de leur projet à Lyon, accompagner ces jeunes à travers un financement, et non seulement un financement, à travers un accompagnement. Certainement, quand on parle de l'accompagnement, et l'organisation pourra mettre ces récipiendaires en contact avec des ONG qui soutiennent des projets. Tout dépendra de quel projet s'agit-il. Tout dépendra aussi de ce que ONG soutient tout simplement. Voilà. Donc l'État ne doit pas travailler tout seul. D'où les mouvements, le mouvement tel que l'Avenir du Congo a pensé accompagner l'État dans ce sens-là. Si, je le dis toujours, si il y avait beaucoup d'organisations comme le mouvement l'Avenir du Congo, je pense que l'État aurait peut-être soufflé et sinon apporter du soutien. Ça peut être certainement le soutien financier, le soutien matériel et logistique, parce que il y a des jeunes et à travers leur projet, ils ont besoin du soutien logistique. Alors, vous avez dit tout à l'heure, souvent ces genres de choses commencent bien et puis l'accompagnement et voilà, ça se stagne. Mais avec l'Avenir du Congo, puisque j'étais de l'organisation et j'étais même le MC, mais ils ont juré accompagner ces jeunes parce que ils doivent avoir d'autres éditions. Pour qu'il y ait d'autres éditions, il faut que les premiers puissent bénéficier de ce qui leur a été promis. Donc, Alain Ferry Manzako, je ne sais pas si on peut remettre le cap sur Phineas avant de retrouver pour ça taper Goubera pour sa première grille d'analyse. Parce que Phineas est finalement, Phineas, on peut savoir que vous êtes en liaison avec nous. On a été momentanément interrompu il y a vous m'entendez? Oui, Ferril, on vous reçoit. Ferril, Alain Ferril. Vous m'entendez? Oui, Alain Ferril. Allez-y, je vous en prie. Ouais. Oui. Donc, voilà, pour chuter, je disais que c'est un processus. Donc, il y a eu une première étape, l'une des premières étapes l'une des premières étapes qui était d'abord de sélectionner les. Allez, je crois qu'on va prendre la direction de quitter à Phineas. Alors, Phineas, vous êtes lauréat de cette première édition. Vous avez présenté un projet assez innovateur, Stimulus, qui permettra très certainement à la jeunesse congolaise de s'intéresser véritablement à la lecture dans les années qui arrivent. Alors, comment est-ce que cela va se présenter techniquement sur le terrain? Comment est-ce que ce projet va être implémenté? Comment est-ce que l'État va vous accompagner à l'effet donc de mettre véritablement ce projet en action? Bon, ça fait depuis 2023 que nous travaillons justement sur le projet. Il y a un sérieux problème de connexion chez moi. Je ne sais pas. Il y a deux phases en fait. La première phase, c'est la phase de l'organisation de cette activité extrascolaire. Oui, Ferry, nous vous entendons. Permettez à Phineas de réagir. Allez-y, Phineas. Voilà, parce que vous savez, le plus difficile, c'est d'incorporer de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes dans les projets éducatifs.
Donc, nous y allons graduellement. La première chose que nous avons travaillé à notre niveau, c'est résoudre deux grands problèmes. Le premier problème, c'est le problème de l'attractivité du livre. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité, le livre, on n'attire pas ni les jeunes, ni les adultes. Le deuxième problème, c'est le problème de l'accessibilité du livre. Bon, au niveau de l'attractivité du livre, nous avons développé la méthode Sakamo qui s'implémente à travers 3 jeux. Le premier jeu s'appelle À chaque mot son code. C'est un jeu qui permet au lecteur d'explorer des mots, de localiser des mots à partir des codes de localisation. Le deuxième jeu, c'est nous l'appelons le marathon de lecture. C'est un jeu justement qui permet aux participants de remporter des tournois pour avoir lu un livre avec un objectif. On chronomètre un temps nécessaire et on peut dire par exemple vous avez 30 jours pour finir tel livre et on met en place le mécanisme de vérification et d'évaluation de la rapidité. Troisième jeu, nous l'appelons le tour de mon mystère, la quête de mon mystère plutôt. C'est un jeu d'une part, mais c'est aussi une méthode d'évaluation. Ça permet à l'encadreur, que nous appelons le médiateur culturel de la jeunesse, de s'assurer qu'effectivement les gens qui ont participé au marathon ont bel et bien lu les livres. Et enfin, nous appelons ça Oralivre. Oralivre, c'est la partie la plus intéressante du projet, je crois, pour moi, parce que c'est cette partie qui nous permet d'évaluer réellement les compétences de lecture. Elle commence au préscolaire et au primaire. Là, nous organisons des formations des éducateurs du préscolaire et du primaire pour leur apprendre à faire de la lecture à voix haute à partir des livres. Au lieu de raconter des contes, histoires racontées, ils prennent des livres et font de la lecture tout en organisant des animations assez intéressantes pour les jeunes. Maintenant, à partir des classes où les enfants savent effectivement lire, nous incorporons la technique sous forme d'ateliers de pratique de la lecture. C'est comme ça que nous appelons ces ateliers. Et actuellement, ces ateliers fonctionnent, bien évidemment, avec l'aide des autorités éducatives, avec l'appui et la bénédiction des autorités éducatives, sous forme des clubs de lecture périscolaires. Mais progressivement, il y a des écoles qui incorporent ces ateliers dans leur programme. On a une école, je vais la citer ici, sans toutefois vouloir faire sa publicité, le complexe scolaire Eddy School, par exemple, a carrément décidé d'ajouter stimulus comme l'une des sous-disciplines du français. La même chose avec une autre école que j'appelle Nouvelle Perfection et Éducation, qui a un cours qu'on appelle littérature et qui a choisi d'utiliser stimulus comme technique. Bon, notre stratégie est très simple. Nous allons toucher l'école privée dans un premier temps parce qu'au niveau de l'école privée, c'est plus facile de mettre en place des innovations parce que les promoteurs du secteur privé ont une certaine marge de manœuvre. Et progressivement, vu que nous sommes appuyés par nos outils de communication, notamment j'ai une émission à la télévision, j'ai un blog, j'ai une chaîne WhatsApp qui me permet de toucher un nombre de personnes. À partir de ces outils-là, il nous sera donc possible de communiquer davantage sur nos résultats. Chaque année, nous organisons un championnat national que nous avons appelé le Ntaka Mojo Champions Club, qui met en compétition les différents clubs de lecture que nous créons dans les écoles de clubs de lecture et de journalisme mobile parce que nous associons les deux. Et en fait, c'est des mécanismes qui nous permettent d'introduire progressivement la méthode Stimulus en milieu scolaire. De façon opérationnelle, et c'est là justement que nous saluons cet appui de l'association Globus, plutôt c'est comme ça que moi je l'appelle par rapport à leur écriture, comme étant la bienvenue. Nous avons élaboré un cahier d'activité de l'élève. Ce cahier qui s'appelle le cahier Stimulus permet à l'élève non seulement de faire le compte rendu de sa lecture, mais aussi de réaliser un certain nombre de travaux qui pourraient être évalués par les encadreurs ou les enseignants demain. Nous avons aussi travaillé à la formation d'une nouvelle profession qui n'existe pas encore des intervenants en milieu scolaire, que nous appelons des médiateurs de la lecture. Ça existe des médiateurs de la lecture dans les bibliothèques, ainsi de suite, mais médiateurs de la lecture qui interviennent dans les écoles, nous avons commencé à en former, il y a une bonne dizaine qui ont été formés, 5 sont opérationnels en ce moment précis, nous couvrons pratiquement une quinzaine d'établissements scolaires, donc il y a un certain nombre déjà de mécanismes qui se mettent en place pour avancer. Maintenant, il y a le souci de l'accessibilité, parce que quand vous dites lisez des livres, il faut que des livres soient disponibles. Malheureusement, le constat est que les livres ne sont pas disponibles. Et étant donné que les livres ne sont pas disponibles, nous avons développé la plateforme sakamo.com que vous pouvez visiter. Cette plateforme, elle est à la fois, en fait, elle englobe
tout l'écosystème autour du livre. Le libraire, ça commence avec l'éditeur y publie ses livres, le libraire récupère et peut revendre aux écoles, aux donateurs ou aux parents, le parent achète pour créer une bibliothèque numérique familiale, l'école achète pour créer une bibliothèque numérique scolaire. Le lecteur, ici, c'est le jeune scolarisé, que ce soit au niveau du préscolaire, du primaire, du collège et du lycée, ou encore de l'université, et tous peuvent se connecter sur cette plateforme pour accéder à la lecture. L'avantage de Sakamo.com, c'est que les mêmes jeux que nous faisons dans le cadre de nos activités d'animation en présentiel, les mêmes jeux, vous les retrouvez aussi dans Sakamo.com. Ça va être vraiment la première plateforme, je me le permets de le dire, une plateforme du gaming basée sur la lecture, les choses qui ont été tirées des livres. Si vous allez visiter Sakamo.com, vous allez voir, il y a déjà quelques livres que nous avons publiés. Nous avons par exemple choisi de publier les livres au programme parce que nous savons que les élèves de la terminale auront besoin de les lire, mais on a aussi publié d'autres livres qui peuvent être accessibles au niveau de nos lecteurs, de notre lectorat. Donc en tout cas, voilà un tout petit peu expliquer l'opérationnalisation de cette technique. Qu'est-ce que l'État va apporter? J'ai la certitude que pour le moment, l'État va se positionner en observateur. Mais plus nous aurons des partenaires comme Globus, par exemple, qui peuvent nous permettre, par exemple, de financer la production en masse du cahier Stimulus, de financer une partie, par exemple, des activités d'animation dans certaines écoles pilotes, surtout les écoles publiques, parce que pour l'instant, nous travaillons avec les écoles privées où, lorsque vous sensibilisez les parents comprennent et sont prêts à participer financièrement pour soutenir les animateurs, mais c'est assez difficile avec les écoles publiques sans donateurs. Et justement, nous souhaiterons avoir un peu plus de soutien pour toucher cette autre frange de la population scolaire qui est un peu plus importante, à savoir les écoles. Merci infiniment à vous, Phineas. Professeur Tapé Gobera, je vous retrouve. Et tout à l'heure, on a suivi Feril qui rappelait effectivement la volonté du gouvernement congolais de mettre véritablement de la lumière, cette fois-là, sur la jeunesse. Est-ce que c'est la meilleure manière pour un État de répondre aux besoins de la jeunesse en soutenant, en facilitant et en encourageant effectivement l'innovation, la recherche et autres professeurs? Merci. Je voudrais m'excuser auprès de mes frères qui sont sur le plateau avec moi. Je vais dire des choses peut-être auxquelles ils ne s'attendent pas. Et si je les vexe, je m'en excuse, ce n'est pas mon intention. Vous savez, lors de la Révolution française en 1789, la France comptait 638 langues. Je reprends. Lors de la Révolution française en 1789, la France comptait 638 langues. Depuis 2014, la France compte officiellement 75 langues. Je ne sais pas si beaucoup le savent. En métropole, nous avons 25 langues. Vous savez que c'est lors de l'édit de Cotteret en 1539 que a été adopté le français comme langue pratiquement officielle. Quand on nous parle de culture, et j'ai la chance d'avoir un de mes maîtres, Théophile Obenga, qui vient de sortir un grand livre. Nous avons la chance, il est encore avec nous, et cette personnalité, cette immensité, que mes parents du Congo, on ne l'utilise pas. Vous savez, la richesse d'un peuple part de ça. On a parlé de culture, mais la culture, ça part de sa langue d'abord. La langue est l'élément véhiculaire. Sans faire comment on appelle, la promotion du mon ouvrage de l'origine africaine des mathématiques, j'en parle énormément. Je vais vous donner un exemple pour que les gens comprennent. Si on prend un de mes enfants en congolais, par exemple, qui parle le lingala, qui vit dans la région au nord, par exemple, dans sa région, et qu'on va prendre pour venir à Brazzaville. S'il a eu le malheur, dès le départ, de ne pas faire les maternelles, suivez bien mon regard, il n'a pas fait les maternelles, il est au village. Comme moi, ça a été mon cas, on m'a appris au village comme ça. Quand papa est décédé, on a dit, non, il faut que j'aille en ville pour aller à l'école. Il a appris sa langue maternelle. Il va commencer. Et vous pouvez faire l'expérience maintenant. Et j'en parle dans mon ouvrage qui est sorti l'année dernière. Vous pouvez faire l'expérience. Si vous avez un enfant qui a 7 ou 8 ans, vous lui poserez la question. Est-ce que tu sais compter? Il va commencer à compter en français. Commençons puisque c'est en français. Il va dire 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et à partir de 10, il va dire 11, 12, un tout petit peu difficilement. Et puis, il va commencer à maugréer. Et puis, un coup, il va dire 15, 16, 17. Pourquoi? Et vous pouvez vérifier dans vos langues maternelles respectives.
Les langues africaines sont des langues mathématiques. J'en parle dans mon c'est un chapitre. Dans toutes les langues africaines, sans exception presque, peut-être qu'à l'exception d'une, nous avons ce qu'on appelle une suite de numérique. Vous verrez que si je demande plus, je suis à mes frères, s'ils m'apprennent seulement comme on dit 1, 2, 3 et 10, je suis capable de dire comme on dit 11. Parce que dans nos langues, écoutez bien, on fait 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3. Est-ce que je me trompe? Non. C'est-à-dire, ça, c'est une suite qui sont conçues de manière mathématique à travers nos langues. Est-ce qu'on fait la promotion de nos langues? Non. On fait la promotion d'une langue qui n'a aucune cohérence. Quand un enfant commence à compter à partir de 10, il ne voit pas quel est le rapport entre 10 et 11. Il ne sait pas. Pourtant, on dit nous sommes dans une base décimale. C'est-à-dire à base 10. Il ne sait pas. Quel est le lien entre 11 et 12? Il ne sait pas. Entre 12 et 13, il ne sait pas. Entre 13 et 14, il ne sait pas. Et on est obligé d'attendre à partir de 10, à partir de 17, 10 et 7, ainsi de suite. Vous voyez, ça fatigue énormément les enfants. Vous avez un enfant qui est logique, mais on va faire croire que parce qu'il est analphabète, soi-disant, alors qu'il n'est pas analphabète, il ne comprend pas le système qui est devant lui. On va l'exclure de l'école. Tu vaux rien. On va le renvoyer du CP1. On va le renvoyer du CP2, du CE1. Alors que c'était un génie. Voilà un des drames de l'Afrique. On ne prend pas ensemble la question de nos langues. C'est l'élément culturel. À travers la langue, vous pouvez déjà identifier les éléments d'une certaine époque. Je m'adresse ici, peut-être beaucoup d'entre vous certainement sont plus jeunes que moi, mais vous vous souvenez que quand, à un moment donné, dans un langage, bien dans ce que ce soit à Brazzaville, à Yaoundé ou à Abidjan, quand vous écoutez un mot, aujourd'hui les jeunes, maintenant, quand ils veulent parler d'une fille, ils disent la meuf. Vous convenez avec moi que nous, à notre temps, on ne disait pas la meuf, on avait un autre mot. Donc, ça veut dire que la langue est un élément véhiculaire qui permet de tracer l'historicité d'un mot. Et donc, nous avons le génie créatif. L'Africain, par essence, est polyglotte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas chercher à imposer une seule langue. Donc, nous avons ce génie-là. On va faire apprendre aux gens. Je m'excuse, je le dis, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ça coûte mon salaire. Je le dis honnêtement. Je donne des cours en Belgique. Dans mon premier chapitre, Pythagore et Thalès n'ont rien écrit. Je mets quiconque au défi sur la terre, je n'ai pas dit ailleurs, sur la terre, de nous montrer un seul écrit de Pythagore et Thalès. Ça n'existe pas. Mais pourtant, on va faire réciter ça. Et non, ça n'existe pas. Il n'existe aucun écrit de Pythagore et Thalès. Aucun. Il n'existe aucun écrit original d'un seul grec. Original. C'est-à-dire, vous dites, voilà, c'est écrit, voilà. Or, par exemple, vous avez, dans mon livre, j'en parle, le papyrus de Yamessou, qui date de 1650 avant l'ère chrétienne. Lui-même, Yamessou, qui est un de nos ancêtres, il dit qu'il a copié. Et dessus, si vous regardez bien, pour ceux qui vont le voir, le papyrus de Yamessou, je vais vous montrer désolé de... Parce que le professeur Théophile Obenga a parlé de la géométrie égyptienne. Donc, quand vous regardez tout ça, vous allez vous rendre compte que nous avons le génie. Excusez-moi les frères, je vois qu'on récite. Oui, on va être des opérateurs, etc. Non, on ne peut pas aller de l'avant. On va ressasser tout ça dans 10, 15, 20, 30 ans. On va se retrouver au même point de départ. Parce qu'on veut innover dans l'esprit ou bien dans le paradigme des autres. Tant qu'on restera comme ça, on va aller nulle part. Est-ce que nous, on est plus forts que les Français? Ce sont eux qui ont créé le français. Est-ce que nous, on est plus forts? Ce sont eux qui ont créé la langue. Donc, je veux bien qu'on lise. On lise en quoi? C'est-à-dire, il faut tremper le jeune Congolais dans sa culture. Les gens sont malins. On nous parle le pays Congo, il date de 1960. Non! Les peuples congolais sont plus anciens que tous les peuples européens réunis. Je répète, les peuples congolais sont plus anciens que tous les peuples congolais réunis. L'homme est né en Afrique. Il faut le dire. L'homme est né en Afrique. Excusez-moi, on dit le Cameroun, je passe du coq à l'âne. Le Cameroun, les gens ont désigné le Cameroun comme un coin. Ils disent, c'est ici on trouve les écrevisses. On leur a donné le nom Cameroun. Il faut que nous enlevons des noms d'abord qui nous bloquent. Ah oui! Nous, en Côte d'Ivoire, voilà un coin où il y a les Ivoires. Voilà les Ivoiriens. Et puis on est content. On va dans un autre coin. Heureusement, le président Kwame Nkrumah a été malin. On dit ça, c'est un coin de l'or. Et puis mais c'est normal que quand les autres nous définissent, si on te donne un nom, on te baptise, il n'y a pas de rayonnement qui va aller au-delà. Tout ce qu'on va faire, c'est un peu du folklore. Dans 10, 15 ans, si vous voulez, on croise les doigts pour qu'on vit longtemps, on va se retrouver à la même époque. Tant qu'on n'a pas fait cette rupture de manière incisive, tant qu'on n'a pas décidé, on a la chance
surtout au Congo, d'avoir le procès Théophile Obenga. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2004. Mais c'est une sommité. Il a participé au colloque du Caire, qui a eu lieu du 28 janvier au 3 février, où ils ont démontré que les Égyptiens, parce que, bon, j'ai dit ce mot, mais c'est pas le nom, les Kémites. C'est comme ça les gens se sont désignés. C'est comme aujourd'hui, je suis Béké, je suis Bamileke. C'est ça le mot Kémite, c'est pas une question d'invention. C'est le seul nom qui est originel. Africa vient d'Ifriqiya, qui a été donné par les Romains et puis transformé après par les Arabes. Le seul nom qui est propre à ce qu'on pourrait s'appeler, c'est Kémite. Nos parents, c'est le seul nom qu'ils ont écrit. Essayons de penser de manière endogène. C'est ça pour ça, à la suite des professeurs au Benga que j'ai eu la chance, des autres, etc., je me suis permis de rassembler leurs idées et de les mettre, puisque moi-même, je suis enseignant de mathématiques. Je n'ai pas malhonnête pour le dire. Ici, je donne cours aux enfants ici en Belgique. Je ne peux pas me permettre d'aller dire que, comment on appelle, Pythagore est allé me rien écrit. Demain matin, on va me renvoyer. Quand vous allez me renvoyer, vous allez dire, voilà, un idiot. Il avait eu un bon poste en Europe. Et voilà, il allait faire là-bas, on l'a renvoyé. Et je ne sais pas si vous allez vous dire s'il est prêt à cotiser pour moi. Non. Donc, je joue le jeu. Mais je veux qu'en Afrique, excuse-moi. Ah oui, mais il faut qu'on soit honnête. Je veux qu'en Afrique, qu'on repense autrement. Quand j'ai sorti mon livre, j'ai écrit pratiquement, je dis bien, j'ai écrit pratiquement à Bruxelles, à toutes les ambassades. Depuis l'année passée, je compte partager cette histoire-là de l'origine africaine des mathématiques modernes. Je dis, l'origine africaine des mathématiques modernes. C'est un défi. Je dis, je suis là, j'attends. Même mes collègues, quand ils disent, oh, toi, tu aimes trop tes écrits, il est blanc, ils échappent. Mais nous, en Afrique, je n'ai pas dit forcément de m'inviter, c'est pas ça. Si on m'invite, tant mieux, je serai. Mais je veux qu'on réfléchisse de manière endogène. C'est là que va sortir le génie créateur de nos enfants. Voilà ce que je tenais à dire. Ouais. Alors, je reste un professeur au-delà de cette limite que vous avez convoquée et évoquée, qui est d'ailleurs assez légitime. On a vu le docteur Essoussé, qui s'inscrit d'ailleurs qui partage effectivement cette réflexion. Mais est-ce que la démarche du gouvernement, elle n'est certes pas parfaite, mais est-ce qu'elle ne mérite pas, du moins, de l'appréciation au regard effectivement du contexte social ou socio-économique que nous connaissons et qui traverse et travaille d'ailleurs nos États, notamment celle de la zone CEMAC. Est-ce que créer un cadre comme celui-là ne peut pas permettre au juge de pouvoir peut-être finalement recentrer les idées ou alors recentrer les idées, mais surtout libérer les énergies à l'effet de tenir effectivement des projets qui vont servir peut-être de boussole, d'orientation, mais également de stimulation, comme on a pu le voir avec Phinéas tout à l'heure. Je vais encore vous décevoir. C'est un système discriminatoire. Parce qu'un enfant qui passe à langue maternelle, qui n'arrive pas à parler le français, est exclu de facto. Pourtant, il est congolais. Il est congolais, comme tous les autres. Pourquoi vous voulez qu'on l'exclue? Parce qu'il parle simplement le lingala. Voilà le problème. Il ne sait pas parler le français, il est exclu. Et on a même le culot, excusez-moi de l'appeler analphabète. Quand le français ne sait pas parler le congolais, il est analphabète. Les Français se battent, les Européens se battent ici pour apprendre comment on appelle la langue chinoise. Par rapport aux Chinois, ils sont analphabètes. Il faut que nous convoquons le génie créatrice. L'enfant qu'on va faire, et c'est comme ça qu'on crée des frustrations, et puis après on dit non, c'est un sorcier. Et après, comme il est intelligent, excusez-moi, il va se mettre dans la, je ne provoque pas les religieux. Vous allez voir que ce monsieur-là, il va prendre la Bible, il va la connaître par cœur, il va réciter, il va devenir pasteur. Et c'est son métier. Je m'excuse auprès comment on appelle des religieux. Je n'ai rien contre eux. Moi, je parle de manière scientifique. Je dis, il faut mettre en valeur notre génie. Le Congo, Congo, je préfère même qu'on l'écrit avec grand K, comme ça se parlait de l'Empire Congo. Et puis qu'on enlève le mot Brazzaville. Voilà un voyou qui n'est même pas connu chez lui. On dit comme un Brazzaville. Oui, il n'est pas connu chez lui. On prend des gens et puis on dit Congo Brazzaville. Mais c'est insulter la mémoire de mes parents congolais. Non, enlevons ces noms-là. Merci à vous. Oui, donc c'est tout ça qu'il faut pour moi revoir, selon moi. Merci à vous, docteur Essoussé. On peut peut-être réagir. Hein. Phinéas, pardon, vous dites? Oui, j'aimerais bien réagir parce que après nous allons allons perdre de fil d'idées là. Allez-y, Phinéas, je vous en prie. Bon, professeur, déjà ce que vous dites,
Oui, professeur, ce que vous dites est totalement fondé. Hein. Personnellement, je pense qu'il faut qu'on ramène les gens dans leur langue maternelle. Ils apprennent très bien. Il y a un certain nombre d'expériences que j'ai vécues ici. Par exemple, il y a un professeur, un enseignant, qui m'a raconté l'histoire d'un jeune qu'on appelait Vous m'entendez? Elenga. Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez aussi? On vous entend. Parce que ça... Ferry, s'il vous plaît, faites moins de bruit dans votre salle. Ça interfère dans le Zoom. Allez-y, Phineas. Voilà. Donc, c'est pour aller dans le même sens que le professeur. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? L'élève était toujours dernier de la classe. Quand on expliquait les mathématiques, il avait du mal à comprendre les mathématiques. Et puis un jour, l'enseignant a eu le génie de lui expliquer les mathématiques dans sa langue maternelle. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, l'élève est devenu sorti premier de la classe. Ça veut dire que quand on parle aux gens dans la langue maternelle, on leur parle bien. Maintenant, réfléchissez un tout petit peu au cas de cet élève-là. Si, par exemple, l'enseignant avait dit que, OK, désormais, pour toi, je veux seulement t'enseigner en langue maternelle, il aurait eu beaucoup de problèmes. Bon, ce qui est sûr, ce que le professeur a dit, c'est la bonne direction dans laquelle il faut qu'on aille. Mais, enfin, vous savez très bien, lorsque vous roulez avec une voiture et que vous conduisez à 100 à l'heure, vous réalisez que vous êtes dans la mauvaise direction. Il y a quelque chose que vous faites. Réalisez que vous êtes dans la mauvaise direction. Pendant que vous réalisez que vous êtes dans la mauvaise direction, vous continuez toujours dans la mauvaise direction. Vous décidez de freiner. Parce que si vous faites un virage à 100 à l'heure, vous allez faire un tonneau dans la mauvaise direction. Donc, ça nous amène à quoi? Oui, nous sommes conscients que c'est ça. Il faut un temps de freinage. Il faut un temps pour virer et repartir dans la bonne direction. Le freinage, le virage et repartir dans la bonne direction, c'est savoir investir déjà dans ce que nous avons aujourd'hui. OK, les enfants, ils savent pas lire. Très bien. Ils lisent dans leur langue maternelle. Très bien. Faisons une étude comparative. C'est toujours intéressant de faire des études comparatives. Combien de Congolais ont accès à la scolarité dans son format actuel? Si déjà ces Congolais qui sont accès dans la scolarité selon ce format actuel, on leur apprenait très bien dès le bas âge. J'insiste bien. Imaginez par exemple qu'un enfant de la classe de CP sache lire couramment, quelle que soit la langue, mais qu'il sache lire couramment, qu'il soit à l'aise avec la lecture. C'est un enfant à qui on a ouvert le savoir. Demain, le livre comme le livre du professeur, quand il va tomber sur sa table, il va le lire. Et quand il va le livre est écrit en français, hein, je signale. Quand il va le lire, il va prendre conscience. Les penseurs, tous ceux qui nous proposent des solutions sur, par exemple, ce qui doit se faire, la pensée stratégique entre les jeunes africains, comme on l'appelle, et tout ce qui est lié au changement, c'est d'abord le vivre. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Combien d'écrits avons-nous dans nos langues maternelles? Ça, c'est de un. Deuxièmement, combien savent lire dans nos langues maternelles? Bon, je signale déjà qu'au Congo, avec la nouvelle loi scolaire, désormais, le Lingala et le Kituba seront enseignés à l'école au même titre que le français. Ça veut dire que, vous voyez, il y a une petite évolution. Mais qui dit enseigner ces langues signifie disponibiliser de la littérature, de toute la littérature nécessaire pour pouvoir alimenter le besoin. Malheureusement, pour l'instant, cette littérature, soit elle est inexistante, soit elle est quasi rare. Donc, du coup, moi, personnellement, je pense que ce que dit le professeur, c'est la direction. Mais en attendant d'en arriver là, posons les véritables bases. Permettons aux vrais penseurs de toucher le bon public en faisant de nos jeunes des grands lecteurs. Si nous faisons ça, imaginez que demain nous ayons une génération où 95% de Congolais lisent, dévorent des livres, ainsi de suite. Lorsque le professeur va présenter un livre sur sa pensée endogène, il n'aura aucune difficulté à vendre ce livre. Il n'aura aucune difficulté à se faire lire. Et les gens qui vont lire vont comprendre ce qu'il faut faire et apporteront le changement nécessaire. D'accord. Merci à vous. Finance. Allez, on revient sur ce plateau central. On vous a pas oublié, docteur Essoussé. On vous a bien suivi, très cher Finance. Mais docteur Essoussé, je voudrais vous retrouver notamment sur la symbolique finalement de cet acquis. Est-ce qu'il peut être considéré aujourd'hui, malgré effectivement des limites qui ont été évoquées et reconnues d'ailleurs par votre confrère du côté de Congo, est-ce que cette initiative peut être considérée comme un outil finalement peut-être de soft power interne
à l'effet de susciter une nouvelle dynamique, que ce soit sur le plan éducatif ou même de l'innovation technologique et tout cela. Il faut dire que, au-delà de tout ce que le professeur Boudera a évoqué, qui relève même du mieux du développement, n'est-ce pas, d'une société. Parce qu'il faut le dire, aucune société au monde ne s'est développée out, n'est-ce pas, son élément de base, qui est la culture. Parce que lorsqu'on parle de la culture, trois éléments fondamentaux interviennent. Le premier élément, c'est la langue. Le deuxième élément, c'est, n'est-ce pas, tout ce qui est mode de vie. Et le troisième élément, c'est, n'est-ce pas, la tradition, la coutume. La coutume. Alors, les fondamentaux, n'est-ce pas, de la culture. Et aucun peuple ne peut se développer, n'est-ce pas, hors de ces fondamentaux. Un développement réel, n'est-ce pas, qui va de l'intérieur pour impacter l'extérieur. Maintenant, il faut se dire une chose, n'est-ce pas? Nous avons une vision, nous qui sommes encore soucieux, n'est-ce pas, de l'honneur et de l'intérêt de l'Afrique, n'est-ce pas, au travers de ce mouvement que nous appelons le mouvement panafricaniste, et qui n'est pas toujours aperçu, qui n'est pas toujours appréhendé au même niveau avec, n'est-ce pas, les hommes politiques, les instances qui nous dirigent. Lorsqu'on sait un peu l'implication de ces instances-là, n'est-ce pas, dans le jeu d'intérêt, n'est-ce pas, des impérialistes, il faut le dire. Parce que si vous prenez par exemple un État comme le Congo, Brazza, il faut bien rappeler que nous parlons de la capitale de l'AEF. Le giron, n'est-ce pas, français en Afrique, avait deux grandes entités, l'AOF qui avait pour capitale Dakar et l'AEF qui avait pour capitale, n'est-ce pas, Brazzaville. Nous parlons de l'AEF. Alors, lorsqu'on parle de l'AEF, vous pouvez ici essayer d'imaginer, de juger à quelle profondeur ce peuple a été impacté par, n'est-ce pas, la culture coloniale. Alors, si on part de là et que on a un événement comme celui qui s'est passé, il faut dire que c'est un début quand même de quelque chose. Parce que si vous voulez atteindre 100 et que vous commencez par 1, vous avez quand même commencé. Vous êtes sur la voie, n'est-ce pas? Parce que un seul petit élément peut changer, n'est-ce pas, tous les paradigmes. Donc, partant de là, la lecture, lorsqu'on connaît la place importante que la lecture, n'est-ce pas, occupe dans, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la culture, parce que il faut bien pouvoir lire pour se cultiver, dans le sens de se cultiver. Alors moi je dis, on ne va pas négliger, parce que le Congo aujourd'hui est en train, je l'ai dit dans mon propos introductif, est en train de renaître sur tous les plans, que ce soit en interne ou en externe. Le Congo aujourd'hui est en train de se repositionner en Afrique comme, n'est-ce pas, un pays sérieux qui suscite les convoitises de tous. Et partant de ce mouvement-là, quand on a un événement comme celui-là, on ne va pas le négliger. Encore que le professeur Tapé ne l'a pas négligé. Lui, il est entré simplement plus à profondeur pour dire, n'est-ce pas, où se trouve même le nœud du développement, n'est-ce pas, le saut que peut faire le Congo, n'est-ce pas? Il est allé dire, il faut aller en profondeur et il faut aller toucher la chose à profondeur au lieu de rester superficiellement. Ce que nous souhaitons, c'est que à partir de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, du 27 au 28 janvier au Congo, qu'on aille plus en profondeur, qu'on ne reste pas dans la lecture, mais qu'on attaque même, n'est-ce pas, l'essence, la langue, le véhicule. Parce que, disons-nous une chose, on peut s'émanciper, on peut se développer, on apprend à lire, mais si nous utilisons toujours le véhicule de quelqu'un d'autre, nous sommes toujours piégés. Pourtant, nous sommes dans la logique, la dynamique de rompre totalement. Parce que, rentrons, le professeur est entré là. Ce qu'on nous a appris à l'école, on nous a dit, il y a trois grandes civilisations qui existent, l'Égypte antique, la Grèce antique, la Mésopotamie. On nous a fait comprendre que l'Égypte antique est la première civilisation en Afrique, la Grèce en Europe, la Mésopotamie en Égypte. Mais en Asie, je veux dire, merci, en Asie. Mais on nous fait comprendre que
la Mésopotamie est plus ancienne que la Grèce et la Grèce est plus ancienne que l'Égypte. Bon, ce qui est discutable et faux même, n'est-ce pas? Parce que l'Égypte, c'est l'Égypte antique. Effectivement. Mais un peu plus de 2000 ans. Où est-ce qu'ils, où je veux en venir ici, où ils reconnaissent quand même que l'Égypte est plus ancienne, c'est en nous disant que toutes les vieilles civilisations sont venues en Égypte s'inspirer du modèle égyptien, prendre en Égypte la mathématique, la physique, la chimie, la littérature et tout ce qu'on a, l'architecture, la sculpture, pour aller développer. Ça veut donc dire qu'ils refusent simplement de reconnaître l'ancienneté de l'Égypte par rapport à cela, mais ils sont quand même d'avis que la connaissance est partie de l'Égypte. Alors, vous verrez que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Ils disent, ils sont partis et le professeur Tapé a pris un très bel exemple, c'est-à-dire les gars nous racontent des histoires de Pythagore et Thalès. Mais aujourd'hui, de tout le cursus que j'ai eu, je n'ai jamais vu ce que Pythagore a laissé comme écriture, comme document et tout, ou Thalès. Donc, ça veut donc dire quoi? Il a laissé des formules. Encore qu'ils sont allés prendre ces formules, ils sont venus développer. Donc, ça veut dire que à l'origine, Pythagore n'est pas, n'est-ce pas, l'initiateur de cette formule-là. Mais c'est ce qu'on veut nous faire, quoi. On dit la formule de Pythagore. Pourtant, Pythagore, quand vous suivez, est arrivé en Égypte, il a trouvé des formules qui existaient et il est juste qu'aller les développer, ce qui nous sert aujourd'hui. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que, partant donc de cet événement au Congo, où on change certains paradigmes, il faut creuser en profondeur pour permettre, n'est-ce pas, à ce que, parce qu'aujourd'hui nous attendons le réveil de quelque part, ça peut partir du Congo, n'est-ce pas, et contaminer, vous avez vu, sur certains autres plans. Aujourd'hui, nous citons l'AES comme la prémisse, n'est-ce pas, et du modèle du renouveau où tous les Africains voudraient s'identifier, n'est-ce pas. Donc, le Congo peut s'identifier s'ils ont déjà eu, n'est-ce pas, un événement comme celui-là, comme la prémisse du renouveau, du réveil, n'est-ce pas, éducatif de l'Afrique. Parce que tout part de l'éducation. Ça, il faut le dire clairement. Et je suis de ceux qui pensent que aujourd'hui, on a des taux d'alphabétisation, les taux, n'est-ce pas, d'instruction et tout ce que nous pouvons de scolarisation très faibles en Afrique parce que nous utilisons encore d'autres véhicules. Imaginez-vous un seul instant que dans nos villages, n'est-ce pas, où il y a une langue qui est parlée. Lorsque nous venons avec une langue importée, ça n'intéresse pas. Imaginez-vous qu'on commence à dire que on peut peut-être dans le maillot, je sais pas trop là-bas, on dit, nous allons enseigner désormais là-bas en tout pourri. Ou en Foufoubé. Vous verrez que ça va intéresser. Automatiquement. Regardez quand vous arrivez dans ces milieux, dans ces zones profondes là, le Cameroun ou l'Afrique profonde, dès que vous vous exprimez en langue importée, mais dès qu'en langue locale, tout le monde vous prête. Les sont franchis ce palier. Et pour se taper, non, c'est Phineas qui prenait un bon exemple de ceux derniers qui ne comprennent pas la mathématique. Nous qui avons fait le Nord, par exemple, les Toupuris sont les plus grands mathématiciens et les plus intelligents du Grand Nord du Cameroun parce que ils font les mathématiques. Quand vous allez, quand les gars répètent entre eux, c'est en Toupuri. Alors, ça va permettre à ce que la pauvreté qu'on dit entre guillemets, n'est-ce pas, linguistique de nos langues, que cela s'enrichisse. Et ça, on dit pauvreté parce que nous voulons emprunter, n'est-ce pas, des langues importées. C'est-à-dire qu'on veut exactement dire ce qu'on dit en français. Et vous voyez que le français se met donc à piéger nos langues. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que il suffit pas d'élire Phineas, mais mettez encore un pas et qu'on rentre dans la langue. Et il a dit quelque chose de très important là, désormais. Le lingala sera enseigné, et il a cité une autre langue, au même titre que le français dans, n'est-ce pas, les écoles congolaises. Mais moi, j'allais même dire de mettre le français de côté parce que, regardez, il y a quelques années. Le français pour le Calais est resté une langue uniquement de travail. Regardez, il y a quelques années, on prend un simple cas école au Rwanda. Le Rwanda parlait français. Ils étaient dans la francophonie. Après tout ce qui s'est passé de néfaste, ils ont changé. Le Rwanda est passé, n'est-ce pas, dans le Commonwealth. Aujourd'hui, ils parlent anglais. C'est comme ils pouvaient changer et prendre une langue locale, mais les gens allaient s'adapter.
Je prends un autre cas au Cameroun. On a introduit les langues locales, ça vous le savez, depuis pratiquement 5 ans, dans le programme, depuis le bas âge dans les lycées et collèges, les langues locales de la localité. Aujourd'hui, c'est en train de prendre une autre, avec l'histoire du bilinguisme, une autre ampleur, au point où on récolte déjà les fruits. Mais, imaginez-vous un seul instant, on avait dit au Camerounais que vraiment, le français et l'anglais que nous parlons sont des langues même qui nous créent des problèmes aujourd'hui avec la crise anglophone, où les gens veulent s'identifier, n'est-ce pas, ethniquement à l'anglais et au français. Pourtant, on ne connaît pas taper l'a dit. On a dit Cameroun parce que c'est hier là. On ne connaissait pas ces histoires-là. On a dit Côte d'Ivoire parce que c'est hier. On a dit Congo parce que c'est hier là. Alors, imaginez-vous un seul instant, on dit, on passe rupture totale, comme ça se fait au Mali. On n'enseigne plus l'histoire, n'est-ce pas, de la France ou bien de l'Europe. Nous allons enseigner le Mali. Nous refusons la nomenclature dans nos villes, n'est-ce pas, nous refusons la langue, nous parlons désormais ceci. Ça s'est fait chez eux. Et Tapé a fait bien de rappeler en quelle année le français a été adopté chez eux. Aujourd'hui, ça ne souffre de rien. Il s'identifie à ça. Je dis, toutefois que nous avons un bébé qui naît, il y a une histoire qui le lie, n'est-ce pas, de sa maman, c'est le cordon ombilical. On ne cajole pas le cordon ombilical. On le coupe brutalement. Le bébé crie, mais c'est ce qui l'identifie, c'est ce qui lui fait du bien. Alors, toutefois que nous avons cette armada, ce schéma bien passé des impérialistes, du colon, qui réussissent à nous tenir jusqu'à aujourd'hui, on ne négocie pas. Il faut rompre brutalement. Pour quelque temps, ça nous fera peut-être du mal, mais plus tard, effectivement, vous avez tout dit. Merci à vous, docteur Essoussé. Je rappelle que vous êtes universitaire, vous êtes quasiment, on va dire, dans votre biotope, ça coule de source. Alors, Alain Ferril, je vous retrouve avec beaucoup d'intérêt. Il faut rappeler que cette catégorie ont donc été retenues le temps de cet atelier avec, on va dire, les nommer, l'entrepreneuriat qui est, du moins, l'entrepreneuriat avec comme toile de fond l'entrepreneuriat. L'entreprise est mon pays. Et deuxième catégorie, la mobilité, le mouvement, la vie, la communication, la voix de la nation, l'éducation, l'enseignement de l'avenir. On l'a suivi d'ailleurs avec notre ami Phineas, la culture, les mots qui comptent, la solidarité, les bonnes actions sont notre force. Eh bien, la dernière catégorie concerne donc l'innovation citoyenne, les idées du peuple pour l'avenir. Alors, je retrouve donc, cher ami Alain Ferril, est-ce que dans le fond, c'est cette catégorie telle que listée avait davantage pour mobile de bâtir, on va dire, un Congo nouveau porté effectivement par ses fils dans une dynamique, une dimension d'entraide, mais surtout, on va dire, de nationalisme poussé. Alain Ferril, est-ce qu'il nous entend? Oui, là ça va, là ça va. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous avez suivi la question? Est-ce que vous pouvez rebondir, s'il vous plaît? J'ai pas... Alors, je disais, la télé qui vient de se refermer était adossée sur cette catégorie, l'entrepreneuriat qui avait pour tête de fil l'entreprise est mon pays, la mobilité pour tête de fil, le mouvement qui est la vie, la communication, l'éducation, la culture, la solidarité, l'innovation citoyenne. Alors, Alain Ferry, la question était celle de savoir, est-ce que c'est cette catégorie, de votre point de vue, telle que intitulée, ont pour mission, pour vision de bâtir effectivement un Congo meilleur adossé sur les valeurs de solidarité, d'entraide, mais surtout de nationalisme. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons parfaitement. D'accord, mais par contre, j'ai du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez juste revenir un peu en arrière, juste vers la fin, s'il vous plaît? Alors, la question plutôt, la question que vous avez posée. Les 7 catégories retenues le temps de cette compétition visaient à créer une véritable osmose entre Congolais et peut-être pour susciter une véritable, un sursaut nationaliste au sein de cette jeunesse locale. Est-ce que ça suscitait est-ce que ça suscitait un sursaut au sein de cette jeunesse, les 7 éléments qui ont été retenus? Est-ce que ça a suscité un sursaut au sein de cette jeunesse locale congolaise? Allez, des soucis. Je crois qu'on va retrouver Phineas. Phineas, est-ce que vous nous recevez parfaitement?
Alors, oui, la Oui, question, oui, on je vous, comprends ça on parfaitement. vous la repose telle qu'on l'a intitulée. Est-ce que ces catégories-là visaient clairement les organisateurs, le gouvernement? Monsieur Fabrice, Oui, vous m'entendez? nous vous recevons. Alors, si c'est possible, oui, juste la question, si vous pouvez me le faire parvenir par message, que je lise D'accord. pour que je réponde, parce que j'ai du mal à vous entendre. D'accord, Je ne sais pas d'accord. si vous m'entendez bien. Le temps pour notre ami Finas de pouvoir peut-être donner des éléments de pression. Alors, Finas, est-ce que dans le fond, quand on suit véritablement cette catégorie, on se dit, on veut véritablement mettre sur pied une jeunesse qui prend en bras le corps la question du développement endogène, tel que vous l'avez d'ailleurs convoqué, à tout point de vue, mais surtout créer une forme de susciter Quand vous véritablement. m'entendez, je Susciter. souhaiterais que vous me faites parvenir la question par message. On J'ai le mon fera, téléphone Alain en Ferry, main, je vous en et je prie, pourrais on vous le répondre. fera. Alain Ferry, on le fera. Est-ce que, Phineas, est-ce qu'il était, de votre point de vue, quand on suit véritablement ces catégories, on veut permettre aujourd'hui aux Congolais d'avoir un véritable un engagement patriotique pour le développement de sa nation? Bien évidemment. Ici, vous savez, on dit toujours l'espoir fait vivre, hein, et des initiatives de ce genre qui permettent aux gens de s'exprimer ou de mettre en œuvre. Vous savez, tous les jours nous créons, tous les jours nous inventons, tous les jours nous produisons. Mais combien est-ce que nous arrivons à justement voir des initiatives, quelqu'un qui dit tiens, viens avec ton idée, je vais t'aider à la propulser, généralement, et c'est très 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 rare. Ici, quand vous regardez la cartographie des projets qui ont été sélectionnés ou choisis, de différentes catégories de concours qui ont été organisés, vous voyez qu'on a essayé de ratisser large. Ben, c'est vrai, on n'a pas touché le domaine de la santé, ainsi de suite, mais on a essayé de ratisser large en même temps qu'on a permis aux écrivains de s'exprimer, aux chanteurs de s'exprimer, aux enseignants de s'exprimer, à ceux qui avaient des idées innovantes, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, de s'exprimer, à ceux qui avaient des idées dans le domaine de l'aide sociale, de s'exprimer. Bref, on a essayé de ratisser large, justement, l'objectif étant de fédérer des initiatives autour d'un objectif commun qui a été bien identifié, l'avenir du Congo. Et le projet, enfin, on le coupe, hein, moi j'aime bien le dire dans sa totalité, l'avenir du Congo commence par toi. C'est avant tout un message d'une prise de conscience. On te dit, pose le premier pas, tu auras toujours des personnes pour t'accompagner. Et tous ceux qui l'ont compris, qui ont mobilisé autour d'eux, nous ont permis d'atteindre ce résultat. Si vous regardez bien, dans l'organisation de cette activité-là, il n'y a pas eu de publicité médiatique, il n'y a pas eu, mis à part quelques affiches qui ont été collées dans la ville, qui ne pouvaient pas expliquer suffisamment de c'est quoi l'activité, mais dans toutes les auditions, les salles étaient archi-comblées. Sans une grande publicité, sans qu'il y ait... Comment pouvez-vous expliquer une salle aussi archi-comble? C'est parce que chaque candidat a compris qu'il avait un rôle à jouer. Et quand chaque candidat a parlé à son entourage et que l'entourage a accompagné, ça a permis de voir ce qui s'est présenté. En un mot très simple, ça commence par un individu qui prend conscience, qui sensibilise son entourage, l'entourage qui sensibilise l'entourage. C'est comme ça qu'on va atteindre le développement. Le patriotisme y est, parce que vous vous dites, nous participons à la construction du Congo de demain. Nous posons le premier pas aujourd'hui. Nous demandons à nos proches de nous accompagner et nous mouillons le maillot pour que ce pas posé ne reste seulement que des souvenirs. Et bien évidemment, le plus intéressant dans tout ça, c'est que, vous voyez, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont venues prester. C'est des personnes qui avaient déjà des idées, qui ont pu bénéficier d'une plateforme, qui se sont exprimées sur cette plateforme qui leur a été donnée. Et aujourd'hui, nous observons la suite, ça sera quoi? Mais au moins, l'initiative, le dynamisme. Cette année, ce qui s'est passé, même moi qui ai participé à l'activité, je ne m'y attendais pas. Le jour où j'ai postulé, c'était juste un coup de chance. Je me dis, tiens, en fait, on parle de l'enseignant d'avenir, tiens, je vais essayer de postuler pour savoir qu'est-ce qui va se passer. J'avoue que c'est à 3 jours de l'activité qu'on m'appelle pour me dire, bon, écoutez, vous êtes nominé pour passer à l'étape du pitch. Ah bon, je suis nominé. Mais attendez, au niveau des votes du public, vous êtes vraiment au dernier niveau. C'est pas très sûr qu'avec ça, vous puissiez remporter le premier prix. En 2 jours, j'étais à la 9e place, j'ai mobilisé mon entourage, la communauté,
Et je suis passé de la dernière place, la 9e place, à la 3e place. Mais pour passer de la 9e place à la 3e place, je dû parler à mon entourage. Et le fait de parler de mon entourage, il fallait leur expliquer que c'est un concours qui accompagne des projets qui vont contribuer à construire un Congo de demain. Cette initiative, cette dynamique transmet de bouche à oreille, s'inscrit carrément dans ce que vous avez appelé créer une véritable osmose autour de différents projets et qui vont effectivement contribuer à transformer le Congo. Ignace. Alors, on va retrouver rapidement Ferril. Alain Ferril, on vous demandait tout à l'heure si effectivement cette cartographie des projets visait à créer, on va dire, qu'un sursaut patriotique au sein de la jeunesse congolaise. Alain, vous avez fermé N'y croyez pas. Oui, allez-y. Votre caméra. Non, n'y croyez pas. Vraiment, il y a un sérieux problème de connexion. Et je ne sais pas. Vous me recevez? On vous reçoit parfaitement, Alain Ferril. Bon, je préfère parler plus que la caméra joue ici. Alors, je disais que, bien évidemment, cela suscitait vraiment de l'engouement au niveau national. Puisque Phineas l'a dit, la plupart des candidats ont essayé de mobiliser des gens autour d'eux pour leur voter, afin qu'ils se positionnent afin qu'ils soient positionnés dans un niveau à être parmi les meilleurs. Vous savez, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ici au Congo, prend toujours la paix et surtout la solidarité nationale. Et j'ai été ému de voir que les jeunes sont d'arriver. La plupart du temps, les jeunes se mobilisent quand il s'agit des faits, sinon des faits politiques. Mais ça, il s'agissait de l'entrepreneuriat. Sans pourtant qu'on leur promette quelque chose, les jeunes sont arrivés. Et c'est l'une des raisons que notre partenaire Afrique a essayé de donner des téléphones pour que ces jeunes qui accompagnaient des candidats puissent repartir avec quelque chose. Donc vraiment, cela a suscité, puisque on tient à rappeler, ce n'était pas que des jeunes de Brazzaville. Les jeunes sont venus de tous les 15 départements du Congo. C'est vrai qu'au départ, il y a eu des candidats dans tous les départements du Congo avant la sélection. Donc, cela a suscité réellement un engouement national et on peut dire que c'était vraiment de l'unité, puisque nous avons dit, comme dit le slogan de notre chaîne Avenir TV qui dit notre volonté de bâtir aujourd'hui fera l'histoire de demain. Avec ces jeunes-là, nous avons créé quelque chose. Comme l'un de vous a dit, j'ai omis de qui il s'agit. Le plus important est que ces genres d'activités puissent continuer parce que nous voulons voir des jeunes se réunir ensemble, pas que des jeunes de la capitale, mais des jeunes qui viennent même de l'intérieur, pour que ensemble nous puissions travailler, ensemble nous puissions nous réunir pour faire avancer notre cher beau pays qui est le Congo. Déjà, je sais pas si peut-être je vais peut-être entamer cela. Certainement c'était prévu. Je vais essayer d'anticiper sur ça. Les élections présidentielles arrivent. Vous savez, la plupart des candidats essayent d'instrumentaliser les jeunes. Mais nous avons dit dans notre campagne, le mouvement du Congo, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement des jeunes pour des jeunes. Et cela a vraiment donné des échos, pas seulement à Brazzaville et partout au Congo. Et là, vraiment, je parie que lors de la deuxième édition, on aura beaucoup de candidats et ceux qui seront l'organisation certainement du mal à choisir des projets, car certains projets pourront certainement se coïncider. Pour ça, je vous retrouve avec cette même question. Est-ce que, en convoquant cette catégorie, on est, sans vouloir le dire ouvertement, une véritable démarche qui viserait peut-être aujourd'hui à réconcilier le peuple congolais, la jeunesse congolaise en l'occurrence, avec elle-même, une forme de retour aux sources, n'est-ce pas, professeur? Écoutez, je ne suis pas celui qui cherche à parler du revers de la main. On dit c'est où on arrive qu'on a peur son. Mais comme je l'ai dit, on peut faire mieux. Et le faire mieux, c'est pourquoi je le dis, parce que moi j'ai un de mes maîtres qui est encore vivant, c'est le professeur Théophile Omega. Je dis, mettons la contribution. C'est bien d'apprendre aux gens à lire. Le contenant et le contenu, qu'est-ce qui est plus important? Je pense que c'est le contenu. C'est le contenu. Parce que on va apprendre à nos enfants à lire que
il y a eu ce qu'on appelle, que l'histoire de l'Afrique commence avec l'esclavage et qu'il y a eu un commerce triangulaire. Vous voyez déjà comment tout est faussé. On part de là. Après, on va dire, il y a eu la colonisation, on parle de l'occupation. Et que nos parents étaient tellement idiots que, parce qu'un enfant va quand même poser des questions, il va dire, mais papa, où est tonton? Mais j'ai vu qu'on dit l'homme mené en Afrique. Il y a plus de 7 millions d'années. Comment se fait-il qu'on est derrière? On va dire, non, on a passé entre 7 millions, parce que ce dont je parle, il y a seulement 500 ans que nous sommes occupés, 500 ans. Avant ça, ce n'était pas les Européens qui étaient dessus. Donc, il y a 7 millions d'années, on a passé notre temps à être assis sur les cocotiers, en train de regarder les noix de coco tomber, sans aucune innovation. Il a fallu que l'homme blanc qui est né, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, il y a seulement 5000 ans. Il y a 5000 ans. Dans mon livre, j'explique tout ça. C'est pas moi. Je prends les sources. Pour ceux que ça leur intéresse, ils peuvent, chez vous, taper Google, Evelyn Heyer. Heyer, ça s'écrit H-E-Y-E. Elle va vous, il y a des vidéos, elle va vous expliquer. L'homme blanc, ce qu'on appelle l'homme blanc, il existe seulement depuis 5000 ans. Alors qu'on parle de 7 millions d'années. Donc, vous voyez que une fois que le contenu n'est pas là, c'est bien. Moi, je n'ai pas dit de ne pas lire en français. Mais je sais pas que je veux forcément booster mon livre. C'est pas ça. Mais je dis, il y a des contenus dont nous avons besoin. Je vais donner, parce que quand on parle souvent du professeur Cheikh Anta Diop, on ne fait pas attention. Moi, j'ai lu j'ai plusieurs de ces ouvrages ici. Je vis dans les livres. Et donc, moi, c'est vraiment ça, parce que la connaissance, il n'y a rien de plus. Et même les religieux le savent. Si je m'en tiens à un des livres des religions dites révélées, on dit, mon peuple meurt faute de connaissance, on ne dit pas mon peuple meurt faute de foi. Vous voyez? Bon, ça, c'est le paradoxe. Donc, nous apprenons, par exemple, que l'Empire du Congo avait un roi qui c'est comment on appelle, s'est converti au christianisme. Mais ce roi-là, qu'à un moment donné, lui, il était dans des bonnes intentions quand il envoyait des gens au Portugal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont pris des gens pour les mettre en esclavage. Il y a les lettres qu'il a écrites. Est-ce que les Congolais le savent? Non. Je ne suis pas presque sûr. Ou bien c'est dans les hauts milieux. Nous avons la charte des droits de l'homme, la première charte des droits de l'homme, la charte de Mandé, qui date de entre 1212 et 1222. Est-ce qu'on le sait? Non. On peut continuer de citer les choses. Aujourd'hui, on parle comment on appelle, des chambres bicamérales. Et tout le monde est dessus, depuis, je crois, 1992, il faut une panne d'humain, la chambre des sénats. Est-ce que vous savez que le roi Béhanzin, il faut lire donc le livre de Cheikh Anta Diop, l'unité fédérale au niveau économique. Les Africains avaient déjà, je parle déjà, on est au 17e, 18e siècle, Béhanzin avait une chambre bicamérale. Et vous savez comment ça s'est passé? Le génie de nos parents. Mais j'ai dit, je m'assois, je me demande comment ces gens-là ont fait. Et puis nous, qui nous disons intellectuels, on n'est même pas capable d'atteindre leur cheville. Il y avait 2 chambres qui résout de facto cette histoire de mouvement féministe. On avait d'un côté la chambre des femmes et de l'autre côté la chambre des hommes. Point. C'est d'ailleurs à la suite de ce problème. Quand le criminel Dobbs est venu, les hommes ont abdiqué pour dire non, on n'a qu'à laisser faire. C'est là les femmes se sont réunies la nuit. Elles ont invité le roi à ce qu'il y ait une assemblée. Au cours de cette assemblée, elles ont bien argumenté. Elle dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est ce qui a fait qu'elles ont pris le devant. Et nous sommes là, il y a une forme de mythologie créée quelque part là-bas. On dit elles sont des Amazones. Nos mamans ne sont pas des Amazones. Parce que les Amazones, dans la mythologie des Amazones, c'est un groupe de femmes frustrées qui en veut aux autres, qui les voient, qui les utilisent, qui les oublie, qui les met en esclavage. Non, maman, c'est des femmes responsables. Non, ce sont des abouillés. Ouais. Donc, on peut apprendre beaucoup. Pour moi, il faut mettre on peut faire ça, on peut faire en français, en anglais. Mais il faut que le contenu, là, soit celui de Congo. Il faut pas que ce soit un contenu extraverti. On ne dit pas que le Congo est né depuis 1960. C'est quoi ça? Excusez-moi l'expression. Le peuple congolais, il est plus ancien que tous les peuples en Occident. Je dis bien tous les peuples en Occident. Plus ancien. Donc, on va pas aller s'arrêter comme ça. Il faut aller plus en profondeur. C'est ce que moi je dis. Parce que les gens, enfin, si on fait attention, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé à ce qu'ils appellent le siècle des Lumières? À partir du 13e, 14e, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Européens ont recopié tout ce qu'ils passaient sur les nez. C'est tout. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont attribué de manière, quand ils n'ont plus de possibilités, ils disent soit c'est les gens de la Mésopotamie. Dans mon livre, je démontre. Les Sumériens, est-ce que vous savez que le mot Sumer a été inventé par un Français? Ça n'existait pas. Il y a aucun élément tangible qui vous dit que ça. Voilà le mot Sumer. Ça n'existe pas.
Donc, il y a une forme d'invention qui a été faite. Donc, pour moi, c'est peut-être hors sujet de ce que vous êtes en train de dire, mais pour moi, c'est le contenu qui est l'élément le plus important. Vous avez donc le Congo, Brazzaville et le Congo, Kinshasa, ont quelque chose en commun. Je vais dire. Pour revenir dans un court instant, lui qui semblait établir les ponts qu'il y a entre les deux Congos, le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Est-ce que nous l'avons posé? Est-ce qu'on pourra l'avoir? Il n'est pas encore revenu. Docteur Essosé. Oui, il y a. On revient toujours à la même case de départ. Mais est-ce que dans le fond, il n'y a pas comme une nette volonté de citer, on va dire quoi, une forme de renaissance auprès de la jeunesse congolaise, afin qu'elle prenne véritablement par le corps la question de son développement, la question de son éducation et même de l'innovation technologique? Oui, je pense qu'il y a cette volonté au vu, n'est-ce pas, de comment l'effervescence que cela a créé et même comment je vais dire l'objet, n'est-ce pas, de ce grand rassemblement. Et en passant, le professeur parlait du premier roi congolais qui s'est converti au christianisme. Je crois que c'est Zinga Kwaku. Je crois que c'était lui le premier roi qui a été converti par les Portugais qui lui ont donné le nom de baptême Jao, un truc comme ça. Alors, je pense que il faudrait qu'il y ait cette effervescence. L'effervescence est là. Et Phineas le rappelait déjà quand on voit un peu en si peu de temps la mobilisation qui a été faite. Ça veut dire qu'il y a déjà une graine qui a été plantée. Il faut simplement, pour ma part, continuer à arroser cette graine-là parce que tout est possible. Je voudrais faire une sorte je voudrais un peu relier un fait qui est géopolitique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le Congo, aujourd'hui, qui fait, sur le plan économique, une montée, le Congo, n'est-ce pas, dont le sous-sol, aujourd'hui, est en train de révéler plusieurs autres choses et la durée même au pouvoir, le temps mis au pouvoir par son président Sassou et son âge, son ancienneté, qui aujourd'hui, sur le plan diplomatique, est en train de bousculer les équilibres. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on ne maîtrise plus la position du président Sassou sur le plan géopolitique. C'est-à-dire, vers qui est-il adossé? Monsieur Sassou, aujourd'hui, parle fortement à la France. Vous connaissez les litiges et les conflits qu'il y a eu avec la France et ses dernières déclarations. Monsieur Sassou, aujourd'hui, est en train d'avoir dans ses relations multilatérales, on voit une forte attache diplomatique avec les pays arabes. On voit un rapprochement stratégique avec la Chine et notamment la Russie. Tout à fait. Ça, il faut le dire. Ce qui fait mal aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'ancien maître, la France, l'Europe. Alors, partant de là, lorsqu'on sait que la Russie n'a pas une essence impérialiste, la Russie a toujours eu, n'est-ce pas, à faire ses yeux doux à l'Afrique et permettre à l'Afrique de se développer selon son modèle. Alors, avec un événement comme celui-ci, on peut pousser le bouchon plus loin. C'est-à-dire, on part de la lecture du contenant pour impacter le contenu. Ça veut dire que si on réussit, c'est vrai que le plus important, le professeur le disait, et ça c'est une vérité, c'est le contenu. Parce que quand je prends de l'eau pour boire, c'est l'eau que je bois. Le contenant... un contenu dans un contenant qui n'est pas aussi qualité, ça va affecter votre santé. Et effectivement, c'est pour cela que je dis aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de déblayer le contenu, c'est-à-dire refaire un nouveau contenu, je pense que on pourra mettre un nouveau contenant, on pourra mettre un contenu qui sied à ce contenant-là. Alors, la démarche ne peut pas être négligée pour ma part. Ça ne peut pas être parce qu'il y a quelques temps... Même s'il y a des limites, c'est une démarche à saluer de votre point de vue. Il y a des limites, elle est à saluer parce qu'elle est déjà courageuse. Elle suscite l'engouement, elle suscite l'effervescence et on profitera donc de cette effervescence pour faire avancer les choses, pour parfaire, apporter, n'est-ce pas, un nouveau contenu qui va changer les paradigmes
Est-ce que vous pensez effectivement que ces projets tels que listés, le docteur, peut permettre aujourd'hui au Congo d'ailleurs de s'inscrire dans la dynamique de diversification des partenariats, mais surtout d'éviter aujourd'hui que le Congo soit davantage dépendant, on va dire ainsi, de ses partenaires bilatéraux? Moi, je pense même que c'est là, je vous dis, c'est là le nœud du problème. Le Congo n'est plus dans cette dynamique. Le Congo est déjà dans la diversification des partenariats. Parce que le Congo a dit, le président Sassou, c'est l'homme le plus autorisé. On a vu ses sorties lorsqu'il était accusé. Encore qu'il faut dire, ce travail, Phineas et l'autre nous vont peut-être démentir ou apporter des éclaircies. Il y a une touche très importante désormais aux côtés du président Sassou. Sa conseillère, Madame Joly. Lorsqu'on connaît les élans panafricanistes de cette dame, je vous rassure que c'est une dame de l'ombre, mais qui aujourd'hui, les points positifs que marque le Congo, sur tous ces plans-là, portent, n'est-ce pas, sa marque. Alors, le Congo aujourd'hui a fait des remontrances sérieuses à son ancien maître d'hier, et aujourd'hui est dans une diversification très énorme, n'est-ce pas, avec son potentiel aujourd'hui des ressources, que ce soit les produits pétroliers, gaz et autres. Je pense que le Congo peut se développer aujourd'hui, encore que on nous a longtemps, c'est un ancien disque qui nous a fait longtemps croire que nous ne pouvons que nous développer, il faut ceci, il faut cela. Nous avons vu l'AES aujourd'hui, ils ont été sévrés, ils ont rompu, et nous avons aujourd'hui des effets palpables sur le plan économique, sur le plan financier. Et vous vous souvenez que l'actualité aujourd'hui, ces institutions de Bretton Woods sont en train de retoquer la porte. Même ceux qui les ont sanctionnés hier sont en train de toquer la porte à ces gens-là. Alors je dis, le Congo peut profiter de cela pour se repositionner géopolitiquement et géostratégiquement à travers le monde. Et, n'est-ce pas, les événements comme ceux-là peuvent être le point de départ d'un nouveau Congo. Merci à vous. Pour ça, on vous a retrouvé. On fait savoir que la maison est rétablie avec Bruxelles. Vous avez souhaité établir effectivement le lien entre les deux Congos, le Congo-Brazzaville et son voisin RDC. Oui, donc je disais le Congo aujourd'hui. Donc, si vous avez derrière moi les eaux du Chango qui, depuis 1959, sont logés ici en Belgique. Et je rappelle que les eaux du Chango, c'est la première attestation de l'histoire de l'arithmétique, c'est-à-dire que le calcul dans le monde. C'est-à-dire, on a trouvé jusqu'à aujourd'hui aucun élément qui atteste que l'arithmétique est ailleurs, à cause des eaux du Chango, sur lesquels vous avez les nombres premiers. Les nombres premiers, c'est quoi? Ce sont des nombres qui ont exactement deux diviseurs. C'est-à-dire que si j'ai une quantité de choses, de combien de manières j'ai la possibilité de distribuer? Pour prendre un exemple tout bête. Si j'ai, par exemple, j'ai 5 bonbons, soit je donne les 5 bonbons à un enfant, ou bien je donne un bonbon à chaque 5 enfants. Donc, il n'y a que cette seule possibilité pour éviter des histoires. Et nos parents, donc, sur les eaux du Chango, ils ont marqué les nombres premiers compris entre 10 et 20, par exemple. Il y a entre 20 et 25 000 ans. Ouais, donc, ce sont des choses qu'on doit apprendre. Quand en 2000, par exemple, les deux eaux sont depuis 1959 ici. Quand en 2000, la Belgique hérite de, comment on appelle, de l'année, enfin, elle préside l'année des sciences européennes, elle ne met pas en avant un Mannequin Peace ou bien l'atomium, elle met en avant les eaux du Chango. En 2000, c'est les eaux du Chango qui sont mis là. Et même les Congolais eux-mêmes, que ce soit ceux de Brazzaville ou de Kinshasa, pour avoir droit aux eaux ou bien au calcul que nos parents ont fait, on va leur prêter, je dis bien prêter, des échantillons qui ont été récomposés. Vous voyez comment leur génie. Et ils gardent ça par devant eux ici. Donc, pour vous dire, c'est pour ça que je parle du contenu. La notion du contenu, moi, pour moi, m'importe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, je porte, vous avez donc ça, c'est le chapelet de FAT. Vous avez, quand vous allez comment on appelle, au Bénin, au Togo, au Ghana et autres, je sais plus où, on parle du chapelet de FAT. Si vous remarquez, vous avez 8 éléments. Pour ceux qui s'intéressent à l'informatique, c'est ce qu'on appelle un octet. Or, ça date depuis la nuit des temps. Et dans mon livre, je développe un chapitre. Donc, on est parti de l'élément parce que ici, nous avons 256 combinaisons. C'est 256 combinaisons qu'on utilise aujourd'hui pour faire, comme on appelle l'informatique. Je n'ai pas dit l'ordinateur. L'ordinateur est une création occidentale. Mais l'informatique, c'est les Africains qui l'ont créé. Donc, il faut que tout ça, on apprenne à nos enfants. Il faut qu'ils sachent
qu'on n'a pas passé près de 7 millions d'années à être assis, en train de regarder les cocotiers, en train de nous bronzer. C'est pas vrai. Il y a eu un grand nombre de génies qu'on ne peut même pas soupçonner. Chaque jour, moi, j'apprends de ce que ont fait nos ancêtres. Voilà pourquoi la question du contenu est importante. Pas parti ex nihilo. Contrairement à ce que les gens essaient de raconter, c'est pas vrai. Ils ont copié les choses des choses. Nous sommes aujourd'hui, si on vous parle, nous avons au moins 500 000 objets et artefacts africains. Des peuples qu'on dit qu'ils sont sauvages. C'est leurs affaires que vous gardez. Quelles affaires nous avons, nous, dans nos musées là-bas? On a plus de 500 000, je dis bien, 500 000 objets et artefacts africains qui sont dans les musées européens. Sans compter d'autres éléments. On s'assoit, on dit non, les Africains ne savent pas écrire. Pourquoi? Ils n'ont pas d'écriture. Ils n'ont pas d'alphabet. Alors, je pose la question. Quel est l'alphabet des Européens? Vous en connaissez? Ça n'existe pas. Pas d'alphabet européen. Je ne sais pas si vous savez. Il n'existe pas d'alphabet européen. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. On ne parle pas de l'alphabet latin. C'est en trichant les autres qui sont arrivés à là. Oh, c'est nous qui sommes les originaux. C'est nous qui avons l'original. C'est nous qui avons permis aux gens d'écrire. Vous voyez? Donc, il faut que nos enfants le sachent. Pas par comment on appelle, par fierté, je vais dire par orgueil, c'est le mot, par orgueil, mais c'est une question de réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand nous nous retrouvons et qu'on essaie de parler du passé, ils n'ont pas d'argument. Tout ce qu'ils peuvent prétendre parler, ça existe. Mais où ça y est, on ne peut que nous montrer des copies. Quand nous disons que nous, ça existe, on vous montre le jeu du Shango. Et d'ailleurs, parmi les artefacts dont je parle dans mon livre, c'est le plus jeune, entre 20 et 25 000 ans. Vous avez l'os de Lubombo, qui date de 35 000 ans. Vous avez, comment on appelle, les pierres de Blue Bloss, en Afrique du Sud, qui ont 77 000 ans. C'est la première fois qu'on a dessiné des triangles sur une surface donnée. C'est ça qu'on appelle en mathématiques le pavage, recouvrir une surface avec des éléments géométriques. Moi, je peux développer à satiété ce que mes ancêtres ont développé. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que vous pouvez faire une multiplication sans connaître des tas de multiplications? Est-ce que vous savez ça? Je peux multiplier 79 fois 87 comme je veux, sans connaître une seule fois la table de multiplication. Nos ancêtres avaient déjà démontré ça. Donc, il y a ce génie à mettre en avant. Je supplie vraiment mes frères, c'est bien de donner le contenu. Vous avez la chance d'avoir le professeur Théophile Obenga. C'est vrai, ces livres peuvent paraître difficiles, mais on peut essayer de les rendre, comment on appelle, à la sauce congolaise. On dit oui, j'ai écrit en français, oui, mais mon livre peut être traduit par un Congolais en lingala, pourquoi pas? Les livres du professeur Cheikh Anta Diop, du professeur Obenga, du professeur Nussereka, peut être traduit en lingala, ou bien dans d'autres langues, en péké, en bamileke, pour que les gens comprennent. C'est plus accessible. Ils vont rêver qu'on rêve des autres. Parce que les autres, ils n'étaient pas présents de la préhistoire. Et ils sont apparus, qu'ils ont créé, ils appellent l'Antiquité. Ils ont créé ça, exprès. C'est comme moi, je ne suis pas présent au Cameroun, ou je ne suis pas présent au Congo, mais comme je veux que lorsqu'on se retrouve, ça soit intéressant, j'ai parlé plutôt de la Belgique. Si je parle de la Belgique, excusez-moi, vous n'êtes pas venu ici. Vous avez dit, ah, mais le gars, il dit des bonnes choses. Alors quand je suis en retard sur vous, puisque vous avez fait des bonnes choses au Congo, des bonnes choses au Cameroun. Voilà ce qui se passe. C'est ça, moi j'insiste là-dessus. Parce que il faut, à un moment donné, lorsque nous voulons faire, si on veut faire des choses, faisons-les correctement. Ici, ça, en réalité, ça ne demande même pas des grands moyens. C'est ça qui est étonnant. Ça ne demande pas des grands moyens. Vous avez la chance, le professeur Théophile de Bengala. Il y en a d'autres. Vous avez Mbambasson. Voilà un autre génie encore qui est au Cameroun, qui n'est même pas utilisé. Mbambasson. Un génie, un monsieur qui est prolixe, il n'est pas utilisé. Et c'est, je touche du bois, c'est quand les gens vont mourir, on va leur faire des médias à titre posthume. Mais ils ont des contenus. On dit les Africains n'écrivent pas, c'est faux. Ces contenus-là, traduisez-les dans nos langues, donnez la possibilité à nos enfants. Si vous voulez raconter des contes, mettez-les sous forme de contes, et puis ainsi de suite, vous allez comprendre que les Africains sont dans une autre sphère. Parce que quand on s'assoit, on dit oui, dans ce schéma qui est là, où on dit oui, avec à la pointe de demain. Mais la pointe de demain, c'est quoi? Nous, quand ils ont 2 pas en avant, nous, on a un pas en arrière. Nous, on va commencer à utiliser l'IA. Mais l'IA qu'on va utiliser là, c'est Gemini et autres. En ce moment, ils ont déjà créé autre chose. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans leur génie. Ils sont dans ce qui est leur élément culturel. Or, il est possible aujourd'hui que dans notre paradigme, nous utilisons ça. Je termine par un élément. Aujourd'hui, on fait des dépôts. Moi, je suis ici, je peux me permettre de faire un dépôt à un de mes frères en Afrique.
Est-ce que vous savez que c'est 2 Kenyans qui ont trouvé ce modèle-là? Ça n'existe pas en Europe ici. Ça n'existe pas en Europe ici. On ne fait pas de dépôt. Tu ne fais pas de dépôt, tu vas à la banque, bien tu fais là. Mais c'est 2 Kenyans qui ont trouvé. Est-ce que ces 2 Kenyans, on les connaît? Vous avez le plus jeune mathématicien au monde, c'est, comment on appelle, un petit Yoruba, je sais pas, un Nigérian. Oh, je le sais. Qui a découvert comment on peut diviser le nombre par 7. Il y a tellement de choses à apprendre. Voilà ce genre de contenu qu'on doit donner pour qu'un enfant qui dit, mais donc moi aussi, je peux trouver une théorie mathématique, un truc, etc., en sciences, un truc, comment on appelle, en sociologie, ainsi de suite. Voilà pour moi ce que je pense. Et mettre en valeur nos parents qui sont dans les villages. Parce que nous avons des enseignants. Je termine pratiquement par ça. Quand nous avons, je ne sais plus où j'ai mis le livre, voilà. Nous avons ici Marcel Griol, qui va rencontrer Ogo Télémy. Je ne sais pas si vous avez bien entendu parler de ça. Marcel Griol passe c'est en 1935 qu'il arrive. Et il veut connaître l'histoire des Dogons. Il va passer des années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dit, bon, comme tu nous suis, etc., il faut aller près du vieux, là, le vieux Ogo Télémy, l'aveugle, là. Il dit, bon, et il arrive là-bas. À partir de là, il a écrit ce livre. Il lui a parlé de l'histoire des Dogons, ce qu'on appelle l'étoile de Cyrus, qui apparaît à partir d'un certain nombre d'années. Mais ce vieux-là, on dit, n'est pas allé à l'école. Mais entre le professeur Marcel Griol, professeur de sociologie reconnu internationalement, qui était assis comme un élève, en train de copier ce que ce vieux aveugle a dit. Qui est élève? C'est Marcel Griol. Donc, allons vers nos parents qui ont de la connaissance. Parce que je n'étais pas là, je termine. Merci infiniment à vous, cher messieurs. On va vous retrouver, Phineas, puisqu'on veut refermer véritablement cette réflexion. Alors, Phineas, pour une fois, on voit quand même, bien entendu, que les enseignants sont au cœur d'une grande initiative comme celle-là, avec notamment ce projet, ce mouvement à l'avenir du Congo. Est-ce qu'il est clair finalement que lorsqu'on décide d'attribuer, alors d'associer véritablement l'innovation au cœur dans l'aspect éducatif, que l'on veut véritablement non seulement s'attaquer peut-être au contenu comme l'on dit sur ce plateau, mais peut-être à l'avenir également revoir véritablement le contenant. Phineas, est-ce que nous l'avons? Allez, on va peut-être retrouver notre ami Alain Ferril. Alain Ferril, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Alors oui, lorsqu'on décide effectivement d'associer le secteur éducatif dans un tel atelier, est-ce que l'idée derrière est peut-être de s'attaquer d'abord sur le contenu, comme ça a été fait avec notamment le projet Stimulus, et dans l'avenir, pourquoi pas revoir véritablement le contenant, l'effet d'avoir des enseignements qui soient véritablement adaptés aux besoins d'abord du Congolais. Déjà, d'emblée, je salue vraiment la partie intervention du professeur qui m'a beaucoup appris beaucoup de choses. Mais avant de répondre à cette question, professeur, vous savez, je vous écoutais religieusement vers la fin, c'est vrai que ça buguait un peu. C'est genre de révolution est très bon, mais il est souvent difficile de concrétiser cela. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, l'homme avec la chicotte en main, qui est les grandes puissances qui sont tout autour de nous à travers nos langues, qui nous lient encore à travers leurs langues que nous utilisons, ne voudront jamais à ce que nous puissions quitter leur système et en revenant à ce qui est à nous. Vous savez, ce sont des initiatives vraiment à louer. Ce sont des initiatives à louer, mais il est très difficile. Pourquoi? Parce que souvent entre nous, on peut avoir l'initiative de changer des choses, mais vous allez remarquer que non, il y aura des trahisons autour de nous. Si tout Africain pouvait intérioriser cette pensée et extérioriser cela de la manière à ce que cela se concrétise, je pense que tous ces projets et tout ce projet au retour à la source, je pense que cela se concrétiserait. Voilà. Bon, déjà je pense que pour répondre à la question, oui, il est très important déjà de chercher à répondre au contenu pour ensuite chercher le contenant.
Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, le système éducatif, surtout dans mon pays, avait besoin de changement, surtout entrer dans le système numérique. Phineas venait de proposer une solution et nous souhaitons ce que cette solution soit développée pour que les enfants les enfants du Congo et pourquoi pas d'ailleurs puissent en bénéficier. Et en ce moment-là, nous allons revoir le problème du continent et pour que nous puissions revenir un peu à la source avec avec ce qui est à nous, avec la base, parce que nous sommes allés très loin de la base, il faudrait revenir. Mais il y a aussi un point. Vous savez, on dit toujours qu'on ne change pas la façon de vivre, enraciné depuis des années en un jour. La jeunesse, aujourd'hui, fréquente avec des enfants occidentaux. Alors, pour que nous puissions revenir à ce qui est à nous, il va falloir changer des mentalités. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Parce que la plupart des jeunes sont instrumentalisés. Peu des jeunes sont comme Fabrice et moi, voire Phineas, qui ont compris qu'il fallait qu'on puisse privilégier ce qui est à nous. Et s'il peut avoir un travail en amont de changement de mentalité, je pense que tous ces projets, ce que le professeur a énuméré voilà, dans cette rencontre, et je pense que cela va se concrétiser et sans faute. J'essaie un peu de mélanger sur ça parce que nous tendons vers la fin. Rapidement, vous. Docteur, on vous retrouve pour tenter de conclure avec notamment cette vision, l'avenir du Congo qui se construit effectivement avec ces différents paliers que nous avons évoqués. Est-ce que le mérite finalement, c'est d'avoir osé? Oui, le mérite, c'est d'avoir osé. J'ai dit toujours, on peut avoir le même objectif, mais on emprunte des chemins différents parce que il va de la diversité de l'homme. L'homme est divers, l'homme on a le même objectif, mais on a des idéologies sur les méthodes différentes. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté d'un panel comme celui-ci. Mais déjà, tout acte qui va dans le sens de la libéralisation n'est-ce pas, la souveraineté de l'Afrique, je pense que en tant que panafricain, je suis d'accord et je souscris positivement, n'est-ce pas, cette lancée. Ce qui s'est passé au Congo ne peut pas se passer, n'est-ce pas, dans plusieurs pays d'Afrique aujourd'hui. Donc, il faut oser, il faut même déjà, ce qui s'est passé s'est passé avec une volonté politique. Et je pense que avoir une volonté politique permettant, n'est-ce pas, de rassembler autant de personnes sur des questions aussi sensibles et de canaliser ces énergies-là, c'est encouragé. Mais on dit qui dit merci demande plus. Donc, Phineas et Alain Ferry, félicitations à vous. Le combat que nous menons est un combat certainement assez difficile. Le chemin est encore long, mais je pense que c'est 1 + 1 qui donne 2, c'est 2 + 1, 3, et c'est ainsi qu'on atteint 100. Nous atteindrons certainement le but. Peut-être pas nous, la génération qui viendra derrière nous, parce que c'est elle qui a été le plus impactée, continuera l'œuvre que nous avons commencé. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes venus réveiller l'œuvre qu'ont commencé, n'est-ce pas, nos pères fondateurs. Donc, je pense que, pour ma part, on ne peut pas balayer du revers de la main ce qui s'est passé. C'est très important. Très, très important même. Et ma prière, c'est que cela contamine le reste de l'Afrique centrale, n'est-ce pas? Et bien, le reste ainsi, nous parlerons comme un seul homme et nous allons arracher totalement notre souveraineté. Merci à vous pour cet appel gouvernement. On va refermer avec vous. Alors que doit-on effectivement retenir de cette première édition, effectivement, de cet atelier sur l'avenir du Congo qui s'est refermé, cette initiative qui visait effectivement à canaliser les énergies, mais surtout à mettre à la place et à la face du monde le savoir-faire et le savoir-faire congolais qui va donc certainement profiter à cet état-là. Je salue les initiateurs et donc mes frères qui sont Ferry et Alain qui ont participé. C'est une bonne chose, une très très bonne chose qu'il faut encourager. Parce que dans certains lieux, qu'est-ce qu'on fait? On va faire danser les gens, concours de chant. C'est bien, je ne suis pas contre le fait que ce soit le concours de chant, mais c'est le mimétisme occidental. Parce qu'en fait, on sait que le chant s'inscrit dans ce qu'on appelle la logique, je vais dire par exemple dans la science mécanique, de la quantique. Puisque nos parents avaient compris cela, ils savaient qu'il n'y avait pas de vide. Donc, ce vide-là, c'est le champ. Donc, c'est cela, cette définition, il est
Déjà, c'est une très très bonne chose ce qui s'est passé et que nous saluons cela. Nous sommes à leur disposition. Je n'ai pas dit forcément qu'on m'invite, hein, je ne le dis pas. Mais je dis que les prochaines éditions, je n'ai pas dit l'année prochaine, je n'ai pas dit dans 2 ans. Il ne faut pas qu'on commence, qu'on s'arrête en 6 bouts de chemin, mais on peut continuer. Et je demande de ne même pas chercher à aller loin, de ne même pas chercher à inviter, taper depuis la Belgique, mais ils peuvent aller dans les villages. C'est-à-dire inclure de petit à petit, par petite dose, ce dont nous parlons. C'est-à-dire, on va dans un village, on voit qu'il y a un vieux qui connaît là-bas. On peut même sous forme de compte, peut-être comme les gens, il va venir parler. Il va venir expliquer. Vous voyez, il y a des choses qui seront intéressantes. Ça va permettre aux gens de comprendre. Et si on prend note, si on fait attention, on se rendra compte que ce vieux dont on pensait qu'il ne parle que dans sa langue maternelle, en réalité, c'est un professeur d'université qui est là, qui a plusieurs doctorats qu'on ignore. Vous voyez, donc c'est ça. Dans les séjours pas à dire on va là-bas. J'ai dit, ils ont la chance, les Congolais, d'avoir le procès au Benga. Donc, si c'est ça, il y en a besoin de personnes. Parce que c'était lui et Cheikh Anta Diop, les deux, qui sont allés détruire la tête. Donc, vous avez besoin de personnes. Vous avez le procès au Benga. Et vous allez dans les villages, dans les localités, les gens qui sont là-bas. Ceux qui comprennent les langues maternelles, à un moment donné, mettez-les en valeur. Ce n'est que comme ça. Je dis bien, ce n'est que comme ça que on pourra le faire. La langue française aujourd'hui dont on parle, elle compte au grand maximum 60 mots, comme on appelle gaulois. 60 mots gaulois. Au grand maximum. Pas plus que ça. C'est une langue des envahisseurs. Mais elle a emprunté à l'Afrique, aux Arabes, ainsi de suite, pour l'enrichir. Donc, nous, alors que nous sommes les originaux, prenons les nôtres. On n'a pas besoin d'aller chez les autres. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça que nous pourrons de plus en plus intéresser nos gens. Je pense, je sais pas si c'est le professeur Soucé qui l'a dit, quand on va dans les localités villageoises et qu'on commence à leur parler, moi, si j'arrive chez les Bamileke, je commence à parler Bamileke avec chose, on va dire, il vient d'où? Si vous dites, il vient de la côte, on dit, eh, mais, alors que j'ai appris 2, 3 mots, les gens sont plus intéressés. Mais s'il vient parler français, bon, on me répond, au village, c'est pas la même chose. Donc, c'est cela, il faut que cette empreinte-là soit faite. J'ai dit, ne cherchez pas des professeurs qui viennent d'ailleurs. Les professeurs sont déjà dans vos villages, dans vos localités. Oublions cette histoire de sorcellerie. Ce sont les vrais génies qui sont là. Vous avez le cerveau. Utilisons ce que nous avons. Si vous voulez, vous pouvez traduire les livres d'Othéophile Obenga, Cheikh Anta Diop, Nousséré Kalala, Mbombason, dans les langues africaines, pour que les gens puissent les comprendre. Voilà ce que nous devons faire. Donc, c'est pas difficile. C'est déjà un premier pas qui est fait. Nous saluons avec beaucoup de respect ce qui est fait. Continuons et que cela continue pour que l'Afrique de demain se construise. Moi, je parle pas du Congo. Le Congo que n'est qu'une petite entité, un élément de l'Afrique, du grand ensemble. C'est lorsque l'Afrique sera debout que l'humanité va prendre sa vraie trajectoire. Parce que c'est notre destin, nous. N'oublions pas la mélanine que nous avons. C'est nous, à nous, que Dieu, le Créateur, comment on peut le définir, c'est à nous qu'il a donné le droit d'orienter l'humanité. C'est parce qu'on a perdu le contrôle depuis 600 ans que vous voyez ces désordres. Mais quand nous allons revenir, on va reprendre, on va conduire l'humanité. C'est notre rôle, parce que nous sommes l'aîné de l'humanité. C'est notre rôle. Merci. Merci infiniment au professeur Tapé Goubera. On dira pas c'est un retour gagnant dans le cadre de cette émission Regard sur le monde, docteur et sous universitaire. Merci infiniment d'avoir disposé de votre temps, docteur, pour nous accompagner. Un merci spécial à Feril Manzako, journaliste congolais, qui a été également le temps de cette réflexion. On n'oublie pas notre ami Ken Titeya Phineas, participant et lauréat de cette première édition à venir Congo Mazuma Mama Credo, artiste chanteuse, mais surtout président de l'association Zamba du côté de Congo. Il n'a pas pu nous rejoindre au cœur de cette réflexion qui sera faite mercredi. On sera d'attaque avec certainement d'autres panélistes, mais surtout avec des sujets d'actualité. À très bientôt. Bonsoir. Thank you.